Bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Vous ne l'ignorez plus, Fred est absent pour encore quelques épisodes, et comme les amis, c'est comme l'amour, 1 de perdu, 10 de retrouvé, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle pote dans la team DCP. Bonjour, Marie-Jeanne. Hello tout le monde. Alors Marie-Jeanne, en quelques mots, peux-tu te présenter ? Eh bien oui, je m'appelle Marie-Jeanne Doubé, j'ai 24 ans, je suis comédienne. Je suis originaire de Nice, mais je viens d'emménager à Marseille il y a peu. Et elle est parmi nous à Paris. Je suis ravie d'être là, d'ailleurs merci de m'inviter à votre émission. De Merci rien, à avec toi plaisir. d'être là. Et autour de la table, on n'oublie pas Jérémy et Julien. Salut. Programme un peu différent pour cet épisode, nous allons nous concentrer sur un seul film, Late Night with the Devil. C'est un film fan footage dans le genre de l'exorcisme. C'est pourquoi, après la discussion autour de ce film, chacun d'entre nous va parler d'un film de fan footage ou d'un film d'exorcisme qui l'a marqué. En deuxième partie de l'émission, les chiffres de Jérém, et je vais vous faire jouer avec le retour du casting foireux Camoulox. Le retour. Waouh. Mais avant ça, les actus, que se passe-t-il sur la planète cinéma ? On va commencer par Marie-Jeanne. Ah bah merci, quel honneur. Moi je voulais vous parler d'une actu que j'ai beaucoup aimée là dernièrement, c'est le prochain film de Yann Kounen qui est un remake de L'Homme qui rétrécit, qui date de 1957 si je dis pas de bêtises. Yann Kounen c'est un réalisateur que j'aime énormément et qui a plus fait grand chose depuis quelques temps, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le réalisateur de Doberman et surtout 99 francs, et du coup 99 francs avec Jean Dujardin qui sera également aussi au casting de L'Homme qui rétrécit, qui sera le personnage principal. Donc je trouve que c'est une nouvelle incroyable parce que déjà L'Homme qui rétrécit est un film vraiment top, et un remake de Kounen dans son univers un peu psychédélique, je pense qu'il peut vraiment nous donner quelque chose de très très cool, surtout dans le cinéma français un peu actuel. Je pense que ça peut faire du bien, et le tournage vient de commencer en mai là, il y a peu, donc J'ai un pote, son film préféré c'est 99 francs. bah ça m'étonne pas parce que c'est un film super hein. Jérém. Alors moi, ce qui a retenu mon attention ces derniers jours, c'est la sortie de la bande-annonce de Alien Romulus. Donc après un premier teaser qui donnait vraiment envie, cette bande-annonce va encore du rêve, parce qu'on a des plans magnifiques avec certaines idées qui mettent bien dans l'angoisse. Bref, ça devient un des films que j'attends le plus de l'année, et en espérant ne pas être déçu lors de son visionnage en salle. Et pour rappel, ça sort le 14 août en France. Ça va être trop bien. D'accord. Julien. Marie-Jeanne, est-ce que tu as vu le film Napoléon de Ridley Scott ? Non, pas du tout. Tu n'as rien raté. Voilà, tu n'as pas besoin d'aller le voir. Par contre, tu pourras aller voir la version restaurée d'Abel Gance, donc le film de 1927, qui a enfin sa version restaurée finale après 16 ans de travail. Est-ce que du coup la version sera avec les 3 écrans ? Parce qu'il a été pensé avec 3 écrans, il me Il semble. me semble qu'ils ont remis les triptyques, mais là, je t'avoue, je ne sais pas. Je sais qu'il va être coupé en 2 parties. Une de 3h20, une de 3h40. Napoléon vu par Abel Gance, partie 1, partie 2. Il va falloir attendre le 7 juillet pour le voir, sauf si vous allez du côté de la Cinémathèque française, ce sera le 6 juillet. Et si ça vous intéresse, à la scène musicale, 4 et 5 juillet, concert ciné-symphonique. Oh Ok. Voilà, Surtout que la scène musicale, ça a une des meilleures acoustiques de tout Paris. voilà. Moi, mon actu, elle concerne une saga que j'aime beaucoup. C'est Wallace et Gromit. C'est mignon. Moi, Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, ça a été un de mes premiers films au cinéma. Et là, ils reviennent avec un film qui va s'appeler Vengeance Must Fall, donc 20 ans après le mystère du lapin-garou. Cet épisode, il fait revenir le méchant, le pingouin, qui était méchant dans Un mauvais pantalon, il s'appelle Feather McGraw, et j'ai trop hâte. Voilà. Et ce sera... en fait, c'est dommage parce que ce sera sur Netflix, mais ça sortira en décembre. J'y repense parce qu'il y avait Chicken Run 2 aussi qui est sorti sur Oui, Netflix il y a c'est ce un que an. j'allais te dire, ouais. Et j'ai toujours pas vu parce que c'est Netflix et que j'ai pas Netflix. Mais bon, c'est trop bien. Voilà, c'est Gromit. Ça fait 20 ans qu'on a pas eu du Voilà, c'est Ah, moi Gromit. j'aime pas du tout, pardon. Hein, désolée, non. mais, je te jure, genre vraiment, c'est très con. Pourtant Ouais. j'adore la stop motion. Genre, Ouais. c'est un style d'animation que j'adore. Mon film préféré c'est Coraline. Mmh. Ceux qui connaissent, voilà, genre vraiment c'est mon... Vu au ciné à C'est l'époque. mon top, ouais, incroyable. Je me suis chiée dessus à la fin du film, soyons clairs, je trouve que ça fait extrêmement peur. Mais non, voilà, c'est Gromit, je pense que j'ai un blocage au niveau du style en fait des personnages. J'aime pas, c'est horrible à dire et pourtant je sais que Parce c'est un qu'il est travail chauve. de fou. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé Shaun le Mouton. Pas vu. Non. Waouh, il y a eu un gros blanc. Et bah du coup de cette franchise-là, si je puis dire ce terme, Shaun le Mouton, c'était pas mal du tout. Ok. Mais Chicken Run aussi quand j'étais plus jeune, mais j'en ai quasiment aucun souvenir. Mais rematez-les parce que c'est trop Peut-être, bien. ouais. Et c'est un peu l'âge d'or du cinéma stop motion. Mais le cinéma stop motion c'était les années 2000, mais là je vous propose de vous replonger dans les années 70 avec le film qui sera au cœur de notre discussion
dans cet épisode, puisqu'il s'agit de Late Night with the Devil. Pour être honnête, peu de films ont retenu notre attention sur ces 2 dernières semaines, et comme nous n'avions pas envie de parler de Bad Boys 4, Marie-Jeanne nous a proposé de mater un film qui a fait parler de lui aux USA, mais absolument pas en France, puisque le film n'est pas sorti en France. Si. Ah bon ? Si, il est sorti, mais il est sorti le 31 mai dernier, donc c'est un vendredi. Donc ça devait être des séances que ce jour-là en France dans certains cinémas. Merveilleux. Et qui est le premier à avoir dit « Je suis super chaud pour faire ce film ?» C'est moi, évidemment, qui ne l'a pas vu parce qu'il n'a rien compris au planning, c'est moi également. Bravo. Du coup, voilà, on va parler, nous tous, sauf Julien, de Late Night with the Devil. C'est parti. Please welcome Dr. June Ross Mitchell and Lily, the young subject of the book, Conversations with the Devil. I really don't think it's a good idea, Jack. She's becoming more unpredictable. That's a good thing. That's why we still do live TV. Ladies and gentlemen, please stay tuned for a live television first as we attempt to commune with the devil. Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission de divertissement pour dépasser la concurrence. Le soir d'Halloween, les segments se succèdent et l'ambiance commence sérieusement à déraper sur le plateau en plein direct. Alors on disait donc que c'est un fan footage qui reprend l'idée d'un late night qui était diffusé au direct au cours des années 70 et qui ressurgit aujourd'hui. Le film commence par un petit préambule, une petite explication de qui était Jack Delroy et du contexte de ce direct avant de nous plonger vraiment dans... L'émission en elle-même. L'acteur principal d'ailleurs, c'est un acteur que vous connaissez tous parce que vous avez tous vu sa tête dans Dark Knight, dans Suicide Squad, Dans Dune. dans Dune, Mais aussi dans le film de Villeneuve avec Jake Gyllenhaal et... Ennemi. Prisoners. Voilà. Ah ouais? Bah oui, il est dans Ah mais Prisoners. oui, il Mais- joue le... Ah non, Mais on c'est l'a Paul tous, Dano qui- ça c'est Paul Dano, mais on Ouais. l'a tous vu, mais on retient jamais son prénom. Ouais. En même temps, il fait C'est un que du second second rôle, rôle. hein. ouais, voilà. C'est ça. Mais son nom, c'est David Dastmalchian. Mhm. C'est rare de le voir dans un premier rôle. Et j'aime beaucoup ce film. Fred. Non. Il me regarde à la bière à la main et il m'appelle Fred, franchement. Moi, je Ouais. suis mitigée. Oh non! Si. Finalement, je suis mitigée. Oh bah non! Mais non, Bah, mais- alors vas-y, défends-le parce que en fait, je pense pas que ça soit un mauvais film non plus. Mais Oui, voilà. Mais là, j'ai c'est beaucoup de choses. là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment 3 avis divergents. Ouais. J'ai beaucoup de choses que j'apprécie dans le film. Il y a beaucoup de choses que je lui reproche quand même. Ok, bah non, mais je le défends pas parce que finalement je le glorifie. Moi je trouve que c'est une petite pastille très bien reproduite des années 70 et des late night que ça pouvait donner. Après, je suis pas un consommateur de late night et encore moins de ceux des années 70. Mais j'adore la vibe du film. Franchement, j'adore la vibe. Je trouve que le rythme est super bien mené et j'adore la performance de Dastmalchian. Non, ça, je suis d'accord. Franchement, moi ça a été un pur kiff. Un pur kiff. Alors, c'est un film estampillé film d'horreur, on n'a pas eu très peur devant le film, mais tous les éléments sont là pour me dire que c'est un bon moment, c'est bien mené. Déjà, vu le flux un peu des sorties actuelles depuis quelques temps, ça m'a fait du bien de regarder ça, dans le sens où genre, j'ai trouvé que déjà la mise en scène était très bien faite. Le retour dans les années 70 marche carrément bien. Et surtout, moi personnellement, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'était déjà au-delà du fait, du format fan footage, c'était aussi, je sais pas si vous vous rappelez, des infomercials sur Oui. YouTube. Pour moi, ça m'a fait littéralement penser à ça dans le format, cette espèce un peu de contexte de... les infomercials, c'était plus du téléachat et de l'information, qui après partait dans des délires très bizarres ou horreur. Mais là, ça m'y a fait penser avec tout ce côté très faux, très fake, très souriant qu'on a dans les late, et qui peu à peu fait monter une espèce de tension, et après qui va partir du coup dans de l'horreur. Maintenant, je trouve qu'en termes... scénaristiquement parlant, il y a quand même des petits trucs qui m'ont quand même dérangé. Mais peut-être, je sais pas si c'est peut-être les dialogues que j'ai trouvé un petit peu légers ou vraiment de comment déjà se termine le film. Bon, on va peut-être pas parler de la fin tout de suite, mais de... Moi je sais que c'est Ouais. ce qui a un peu chamboulé Jérém. Pour être honnête, j'aime bien le début. Je trouve que le début ça fonctionne bien parce que tu retrouves toute l'essence du fan footage et ce qu'il est quoi. Et ce que c'est des images retrouvées. Alors t'as une petite mise en contexte avant que je peux pardonner parce que pour moi en fan footage vraiment c'est tu retrouves des images, on t'a fait un montage. Bon là le montage est fait en direct vu que c'est une émission retrouvée, donc pourquoi pas. Mais en fait au fil du film j'ai commencé à perdre ce truc là. Et je me dis, putain c'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est la première réaction que t'as eue en sortant du film, tu m'as dit, je suis désolé, c'est pas un vrai fan footage. Ouais. Oui. Et moi j'ai envie de dire, Complètement. est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça définit vraiment la qualité du film ?
non. Si on sort après du fait que tu t'étais mis en tête que c'était ça, mais finalement que c'est pas ça, mais que t'en ressors quand même, on va dire, gagnant, finalement ça change rien. Après, c'est plus que je trouve qu'il y avait vraiment des moments dans le film qui étaient très très cons, genre cette espèce de... Je vais parler d'une scène en particulier, ce passage avec l'hypnotiseur. J'étais sûr que t'allais sortir ça. Voilà. Christou, le best Non, nom. Ah non, pas Christou. non, l'autre, Christou, celui qui est La scène des verres. Voilà, celui qui est vraiment contre Christou. Ah, Le mec qui va hypnotiser même le public. Mm. Je trouve que ça fonctionne pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais cette scène, je la trouve mal foutue dans le sens où. Enfin, tu le sais que c'est pas possible, comment c'est fait, que tout le monde Ah oui. regarde l'écran et tout, c'est complètement con, tu bah, vois. t'as le point de vue de qui en fait à ce moment-là? Bah oui, C'est ça la question. c'est ça le Mais problème. justement, n'y a-t-il pas des personnes qui ont été hypnotisées en regardant la télé par Mesmer? Ça se fait l'hypnose par la télévision. Oui, mais comment c'est amené à ce moment-là? C'est fait d'une manière où c'est. Après, peut-être qu'en vrai, le film aurait dû être même plus long parce qu'au final, il est quand même assez court. Il fait combien? 1h40? 1h30. 1h30, bah voilà. Déjà, je pense aussi on n'a plus cette habitude-là depuis donc des dunes de presque 3h30 où il te faut une demi-journée pour aller au cinéma maintenant. C'était très bien aussi, mais là, il fallait peut-être encore plus creuser certains points. Moi, c'est vraiment la fin qui me bloque. Je suis désolée, je parle vraiment de la fin, mais c'est vraiment ça qui me dérange, quoi. Alors, je suis pas sûr que si le film avait été plus long, ça aurait été meilleur parce que je trouve que le rythme du film est quand même assez bon dans l'ensemble. C'est une de ses plus grosses qualités pour Ça moi. monte d'une bonne manière. Voilà, et si Ça, je suis d'accord. t'avais rallongé, peut-être que du coup le rythme aurait empathie et du coup tu te serais fait un peu plus fait chier quand même. Peut-être un côté plus explicatif déjà sur tout le début du film où on te parle, donc comme on a dit, on fait une introduction sur le personnage et non pas sur son émission. On te fait vraiment une introduction sur son personnage, sur le fait qu'il est peut-être accusé de faire des trucs bizarres dans des sectes, dans la forêt. Ça, c'est amené quasiment pas vers la fin du film. Enfin, on te fait comprendre, il y a tout le délire un peu avec sa femme, du coup, qui meurt d'un espèce de cancer bizarre. Enfin, il y a toute cette fin, je dirais vraiment les 10-15 dernières minutes qui sont pas bien expliquées. On te balance un petit peu tout à la gueule comme ça. Enfin, tout ce passage-là, en tout cas, de l'espèce de secte, je la trouve mal amenée. J'aurais voulu en voir plus, en fait. Alors du coup, moi je rebondis un peu sur la fin vu qu'on tourne un peu autour du pot. La fin, elle part dans un délire psychédélique limite. Mais en fait, moi la fin, elle m'a rappelé un truc que j'aime énormément sur YouTube. Est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube Don't Hug Me, I'm Scared? Pas du tout. Tu m'en as Absolument parlé pas. juste après qu'on ait vu le film. Julien, tu connais pas? Non. Ok, alors imaginez le Muppet Show. Et en fait, imaginez-le sobre et soft au début. Et qui penche petit à petit vers le dérangeant et l'extrême violence. Ouais, comme du infomercial, en fait, quelque part. C'est ça. Et en Genre fait, Happy Tree Friends. Ouais, mais en fait, au Ah départ, oui. tu peux commencer Don't Hug Me, I'm Scared innocemment en te disant que c'est rigolo. Et en fait, c'est du génie en matière de rythme, en matière de brisage du quatrième mur. Et justement, ça m'a énormément rappelé Don't Hug Me, I'm Scared. Je sais pas si c'est une inspiration, mais rien que ça j'ai trop kiffé. Et franchement, regardez cette série, c'est trop ouf. Mais je reviens juste sur... Les deux réals sont frères, si je dis pas de bêtises, non, je crois. Ils ont le même nom de famille, donc je suppose. Oui, voilà. Je suis allée un petit peu voir leur filmo. Je ne connais absolument rien. Donc, en fait, c'est un peu leur premier gros projet, finalement. Je Ou crois. un hein. projet qui a de la visibilité, quoi. Oui, voilà. Enfin, leur première grosse production, si je peux dire ça comme ça. Pour un premier film, entre guillemets, vraiment à gros budget. Enfin, gros budget, je sais pas. D'ailleurs, je me demande combien il a coûté. C'est dans mes chiffres. Ça, c'est dans tes chiffres. Pardon, je te vole pas ton travail. Mais je vais pas dire que c'est un mauvais film. Je pense que c'est un film qui a vraiment de l'ambition. Et je reviens vraiment sur le fait que, ouais, par rapport à tout ce qui sort en ce moment, ça m'a fait quand même du bien. Enfin, en fait, il te donne vraiment le sentiment de tiens, j'ai pas l'habitude de voir ça. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Après, en même temps, le principe de found footage, c'est plus trop à la mode. Hein. C'est Non. vrai. Moi, le dernier qui me vient en tête récemment, c'est Babysitting. Ça date, hein. 2016 hein, ou 2014 2012 même. 2014, 2014, C'est 2014. vrai, ça date, c'était déjà il y a 10 piges. Hein. Bah, c'est vrai que le fan footage, c'est vraiment un truc de mode de 2002, si on prend vraiment. Non, 99, Blair Witch. Blair Witch, c'est 99. Mais vraiment, ça a eu un boom en 2006 avec Greg jusqu'à. Cloverfield aussi. Ouais. Ouais, que c'est 2007. Et ça vient des Ouais. années 70 déjà. Ouais, bah Cannibal Holocaust. Mais je veux dire, ce gros boom commercial, c'était vraiment 2006, 2013, quoi. Mais après, en vrai, dans celui-là, le fan footage, tu le perds complètement à un moment donné. Hein. Bah, c'est sur la fin où tu le perds. Où je trouve que si jamais c'est vraiment le réalisateur de l'émission qui a fait ses choix de caméra pendant le direct, je ne le comprends pas en fait. Ouais. Il y a trop de cuts qui sont
trop parfait entre guillemets pour trop parfait Oui. pour une émission, pour Oui. un truc capté en direct à l'instant, pour que j'y croie. Oui, c'est vrai, t'as raison. En fait, dans son montage et dans comment fonctionnent les scènes, il y a un côté trop lisse, moi je dirais. Un côté très cinématographique, Bah finalement. oui, c'est ça. Alors que le fan footage, ça a le but d'être vraiment truc un peu amateur, caméra à l'épaule. Ce qui fait son charme, clairement, quand c'est bien fait. Bah là, t'as un contexte quand même professionnel puisqu'on est sur une émission de télé. Oui, évidemment. Mais si c'est une émission de télé, garde une réalisation d'émission de télé jusqu'au bout. Ouais, Alors, surtout les scènes d'intermission. C'est ça, c'est ce que, justement, j'allais en parler. Il y a une bonne connexion. C'est que du coup, on a deux types de fan footage. On a l'émission en elle-même et les images qui ont été, je suppose, récupérées par d'autres caméras pendant les coupures pub pour les intégrer au montage du film en lui-même. Et donc du coup, est-ce que déjà dans ce choix de faire deux types de métrages trouvés, est-ce qu'on n'a pas cette question qui pour moi taraude la fin, fiction, réalité, qu'est-ce que c'est Mais on Tu serait pas dans un film de Quentin Dupieux, finalement. Non, mais parce que pour moi, le passage en scope, là, le passage où ça redevient en Oui, scope, on change de format. Désolé Julien, hein, mais Ouais. on passe en scope, pour moi, c'est un retour à la réalité du personnage. Parce que c'est à ce moment où il dit, mais éteignez votre télé, enfin voilà. Oui. Non, mais ça part clairement dans le méta. Par contre, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais les images d'intermission, genre tu sais, nous vous retrouverons bientôt, genre tu sais, pour annoncer les pubs, ce sont des images qui ont été faites en intelligence artificielle. Ah oui. Et je sais que ça en a gêné énormément. Et j'ai vu énormément de notes et de critiques très négatives sur le simple fait que, vas-y, le film, par souci de budget et par souci de gagner du temps, ils étaient passés par ce biais-là pour faire au moins ces scènes, ces petites images d'intermission. C'est un mini débat, mais voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous chamboule ? En vrai, si tu réfléchis bien, ils utilisent de l'IA pour gagner du temps. Mais c'est comme quand toi, si tu montes sur un projet, tu utilises des images déjà faites, genre des images stock, des images libres de droit. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est juste que vu que c'est de l'IA et qu'on sait pas encore jusqu'à où ça peut aller dans la réalisation, bah, ça choque. Mais techniquement, c'est pas pire que si tu prenais une image stock. Non, T'es d'accord ? Non, mais enfin, j'ai pas d'avis là-dessus. On a des outils à disposition, pourquoi pas les utiliser. Enfin, après, c'est bizarre que c'est vraiment sur des trucs minimes, tu vois. C'est genre des images en tout, ça doit même pas faire 1 minute de temps d'écran au max, tout ça, tu vois. Et alors que quand on parle de l'IA, on a un peu peur. Quand c'est utilisé par des grosses productions qui ont les moyens Ouais, c'est ce que j'allais dire. qui ont les moyens de payer leurs artistes, ça fait chier. Mais quand c'est une petite prod comme ça, je me dis, autant qu'ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition. Comme dit Julien, il y a même des gros films qui utilisent des stock footage qui sont filmés auparavant et qui reprennent en payant les droits. Pourquoi les petites productions n'auraient pas le droit d'utiliser des outils qui sont moins onéreux pour pouvoir parfaire leur film, quoi. Ouais, clairement, je suis complètement d'accord avec Jérém sur ce point-là. Comme il a dit, quand c'est des grosses productions vraiment qui font appel à ça pour espérer gratter le plus de centimes qu'ils peuvent, alors qu'ils ont largement les moyens de le faire. Enfin, surtout, par exemple, je prends l'IA pour parler encore un peu d'autre chose. J'ai signé une pétition il y a peu pour Touche pas à ma VF. Ah oui, j'ai vu c'est Donald hyper Renew. important, c'est hyper important d'en parler. Ça, pour ce point-là, tu vois, l'IA, je pense que ça va vraiment être un problème parce que le doublage, en tout cas le doublage français, c'est vraiment quelque chose que j'admire énormément. Et si l'IA va se mettre à tuer ce métier-là, c'est vraiment très grave. Donc, que des grosses productions en viennent à faire soit, par exemple, déjà pour la traduction ou pour des doublages de l'IA, je trouve ça vraiment, mais ça m'horripile. Par contre, comme tu as dit, sur des petites productions comme ça, des mecs qui galèrent à faire leur film et qui veulent aller au bout des choses, si des outils comme ça peuvent les aider sans trop payer et gagner du temps, ouais, allez-y. Enfin, je veux dire, c'est pas là pour rien, autant l'utiliser à bon escient. Maintenant, effectivement, pour le cinéma dans le futur, je suis quand même un peu sceptique, ouais. D'ailleurs, ça prouve, une preuve que c'est une petite prod. On se fait marrer devant le film Jérém. Oui, le nombre de logos de production au début. Ah oui, genre- oui, c'était super Ça m'a long. rappelé Coupé de Hazanavicius. Oui, Complètement. la même. Où tu te Ouais. dis, mais le film il va commencer à un moment donné où c'est Oui, vraiment oui, que des génériques de sociétés de prod que tu connais pas parce que forcément c'est des trucs américains qui s'exportent pas. C'est des toutes petites boîtes de production, mais c'est bien en vrai, tant mieux. Bah hein. ouais, en vrai, l'acteur principal, c'est pas non plus une grosse tête d'affiche, mais c'est une tête d'affiche qui en tout cas interloque le spectateur lambda qui se dit tiens, lui je l'ai déjà vu, tu vois. Je l'ai trouvé excellent par contre, tu vois, Ah dans ouais, ce non, rôle-là. c'est- Je l'ai trouvé vraiment parfait. Tout le passage aussi avec, comment elle s'appelle déjà le personnage de la gamine? J'ai oublié son prénom. Lily Abigail? Non, Non, Sophie. ça c'est un Ah. film, ça. Ouais, Ça, rien c'est un à film qui voir. vient de Oh, sortir. je sais plus. Mais la scène d'exorcisme Oui, voilà. Ça, Mm. je l'ai trouvé franchement bien. Ça respecte bien, vraiment les codes de l'exorcisme. J'ai trouvé ça très, très bien fait. Pour le coup, cette scène, elle m'a vraiment plu. Bon, on peut pas dire que c'est vraiment de l'horreur qui fait flipper. Je veux dire, j'étais pas là à me cacher les yeux non plus. Non.
j'ai eu un petit moment où je me suis dit putain, s'il faut à un moment donné ça va partir, parce que vraiment le rythme, il a réussi à me tenir quand même jusqu'à ce moment-là, tu vois, où il y a vraiment cette montée, où tu le sens, et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces passages où donc t'as la vision de l'émission, et quand c'est avant de passer au passage publicitaire, t'as un espèce de glitch à l'image. Vous vous rappelez ces moments ou pas ? Oui. Et c'est là où tu te dis putain, là il y a un truc bizarre dans l'air, il y a une espèce d'aura, d'énergie chelou, et cette énergie-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Vraiment à chaque fois, bon désolé, je tourne en boucle, mais c'est vraiment jusqu'à la fin où genre vraiment j'ai redescendu et j'ai beaucoup moins aimé ce que je voyais. Je me suis dit putain, c'est dommage. En fait, j'aurais voulu en voir plus en fait. Même pas tant que j'ai pas aimé, c'est que je suis restée sur ma faim finalement. Ah ouais. Oui. Moi, je sais Complètement. pas. Moi, je trouve que Climax, on peut lui reprocher les bavures, mais je le trouve satisfaisant. Ouais, c'est ça, le climax est satisfaisant parce que si t'en avais trop, tu te dirais, quand même, faut pas abuser, quoi, parce que déjà qu'il y a cette idée de changer entre scope et revenir sur les images, revenir dans le passé, etc. Enfin, il y a tout ça déjà, mais le climax en lui-même, le moment où ça part vraiment en couille dans l'émission en elle-même, je trouve que c'est plutôt bien géré, même si, niveau mise en scène, je redis que je trouve que ça fonctionne pas du tout, Ouais. mais ce qui se passe à l'écran, là, ok, pourquoi pas. C'est peut-être trop lisible. Mais vas-y, Et du Julien. coup, moi, je me demandais comment vous le voyez, ce film, par rapport à toute la production horrifique de ces derniers temps. Notamment, on avait parlé du dernier Exorciste dans un épisode. Comment vous placez Est-ce qu'il arrive à réinventer des choses ? Est-ce qu'il bouge le cinéma d'horreur actuel ? En fait, moi, je le vois pas vraiment comme un film d'horreur. Oui, moi non plus, Ouais. c'est ça le problème. Je l'ai pas consommé tel quel. Voilà. Non, pas du tout. Je l'ai vraiment consommé comme une petite pastille assez unique en son genre, Ouais. très appréciable, Oui. mais il renouvelle pas grand-chose non plus. C'est Bah, pas il un chef-d'œuvre. réinvente rien parce qu'il s'inspire beaucoup. Mm. Et quand bien même, c'est pas grave, il faut s'inspirer. Bertrand Blier a dit il faut pomper. Donc, suivons ce grand monsieur qui a Pompon. raison. Ils font pomper. C'est vrai qu'il réinvente rien, mais il le fait quand même assez bien. Maintenant, oui, personnellement, moi non plus, je l'ai pas du tout vu comme un film d'horreur. Je l'ai vu comme un film à concept qui est très bien géré. En tout cas, voilà, moi je trouve que le point fort du film, c'est vraiment ce retour dans les années 70. Je l'ai trouvé vraiment top. Alors qu'il y a beaucoup de films actuels où ça se fait de plus en plus de faire des films sur les années 80, les années 70. Genre, excusez-moi, mais je m'y retrouve pas du tout. Enfin, au niveau des costumes, de la mise en scène, des Des décors, roues-flaquettes de l'acteur. des roues-flaquettes de tout, de la DA en général. Il y a eu un vrai travail, et même si c'est un film qui a pas beaucoup coûté, tu sens que c'est des mecs qui ont vraiment eu envie de faire ça jusqu'au bout, alors que t'as certaines grosses productions qui vont te faire des films d'époque ou de ces années-là, mais tu le dis pas, enfin à aucun moment tu le comprends de toi-même, quoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Est-ce que le sujet est clos, en tout cas? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur... Pareil. Pareil. Allez. Eh ben, écoute, on va pas faire souffrir plus longtemps Julien. Qui ne peut pas Mais, parler parce c'était que... très intéressant. Ouais. Et regarde, j'ai quand même pu réagir. Si on peut ça, clôturer, on peut dire que ça reste quand même un bon film à regarder. Je C'est trouve que c'est ça. un film qu'il faut regarder. Ah, c'est mais pas moi, excellent, mais Giga kiff. Hein. Bah, en Ah gé- bah, Petite- écoute. une petite surprise dans le milieu du cinéma. Non mais en Voilà. général je dis pas qu'il faut pas regarder les films à part si vraiment j'ai considéré que c'était une grosse merde, même si je l'ai moyennement apprécié, c'est toujours bien de le voir quoi. bah, après, à voir si ça va pas leur ouvrir une autre porte pour faire autre chose. Moi, je C'est serais ça. preneuse de les revoir dans d'autres délires. Moi, dans- C'était leur premier film, c'est ça? Visiblement. Long métrage, je crois. Long métrage, hein. hein. Je pense. Hein. Non mais moi ça me fait penser au duo de réalisateurs de Talk to Me la main en VF, Ah oui, c'était très bien ça. qui vont faire leur suite du coup, qui sont pareil Ah. deux frères, des youtubeurs australiens, Oui. qui ont réussi à faire leur premier film. Génial Talk to Me, Ouais. vraiment regardez-le. Carrément. Et ils vont faire la suite. Trop bien, j'étais pas au courant. Donc voilà, et ça me fait un peu penser à ça, tu vois, pareil, de voir deux frères, peut-être, enfin deux frères. Qui D'accord. font Il des m'avait bien films. attrapé avec celui-là. Hein. Ça, un peu caca culotte hein, pour Taksumi. Je dois dire que ouais. c'était un très très bon film d'horreur. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord, je trouve que c'était un très bon film. Eh ben, poursuivons dans l'horreur avec les chiffres de Jérém. Bon, quoi Les chiffres de Jérém. Non, c'est pas la chronique. Non, je sais. Bon, bref, les chiffres. Ça y est, c'est parti, la bière a fait. Alors, Late Night with the Devil, c'est un budget de moins de 2 millions de dollars à savoir. Donc vraiment, comme on a dit, c'est très très bas niveau budget, c'est très minime comme budget, on va dire. Avec toutes les boîtes de production au début, ils ont réussi à ramasser un petit peu quand même. C'est Quand bien. même, ils ont réussi à amasser quasiment 2 millions de dollars. À savoir que le film n'est pas sorti en France, comme on l'a dit, mais il est sorti sur quelques territoires, qui a fait engranger à peu près 12 millions de dollars au film, dont 9,9 aux États-Unis. On poursuit dans l'horreur, puisque là, on va pas parler d'un seul film. On va faire une sorte de discussion tour de table. Late Night with the Devil est donc un fan footage et aussi un film d'exorcisme. Et donc chacun d'entre nous a décidé de parler d'un film d'exorcisme ou de fan footage, ou les deux, ça peut se faire,
qui l'a particulièrement marqué. Du coup, je vais me tourner vers Julien, on n'a pas trop entendu jusqu'ici. Et de quel film tu as décidé de nous parler ? Parce que je vais pas être très original, parce que si tu me dis found footage, moi j'ai parlé de Blair Witch, le film culte du found footage. Est-ce que vous l'avez tous vu ou pas du tout ? Oui. Oui. Non. Voilà, c'est vraiment très bien. Je sais, mais j'ai tellement peur d'avoir peur. C'est vraiment une fiotte, hein, mais je sais qu'il faut que je le regarde. Et après, on pourrait poser la question, est-ce que le but devant un film, c'est vraiment d'avoir peur ? Même un film d'horreur. Est-ce qu'on a vraiment peur au cinéma ? Parce que tu sais que t'es au cinéma. Oui, Ok. j'ai des souvenirs là, traumatisants, oui, clairement. Philosophe. Et donc du coup, Blair Witch, qu'est-ce que ça raconte ? Donc ça nous explique que 3 étudiants en cinéma, Heather, Mike et Joss, sont portés disparus après la réalisation d'un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair, dans 1994. Le film sort en 1999, et le film donc, commence avec la phrase que je vous ai citée, et on a retrouvé ce fameux documentaire que les 3 étudiants filmaient. Et voilà, donc fan footage, images retrouvées, en fait on ne va suivre que ce documentaire qu'on a retrouvé. Or, ces 3 personnes sont toujours portées disparues aujourd'hui. Évidemment, c'est une fiction. Mais il faut remettre le contexte. On est en 1999. Internet vient d'émerger. Facebook n'existe même pas. Hein. Juste pour reciter, par exemple, on est vraiment en 99. Du coup, la campagne du film va se faire majoritairement sur Internet et tout va tourner sur le fait que ces images sont vraies, que ce sont des vraies images qui vont être diffusées, que ces 3 personnes sont portées disparues, même des affiches promotionnelles du film. En fait, c'est juste les avis de recherche de Heather, Mike. Il va vraiment avoir une confusion qui est entretenue déjà entre le réel et la fiction. Et ce qui fait que je pense que rien pourra retrouver vraiment la saveur d'un Blair Witch. C'est-à-dire que ce côté où tu as quand même ce doute de dire putain, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Alors qu'évidemment c'est une fiction, c'est dur de le retrouver aujourd'hui, puisque tout semble quand tu fais du found footage, tout semble artificiel en fait. Alors que là je pense que tu as dans ce film quelque chose de vraiment authentique, et c'est notamment intéressant dans le processus de fabrication, c'est-à-dire que le film dure 1h20, c'est un film assez court, parce que la plupart des found footage sont souvent très courts, or il y a plus de 30 heures de rush qui ont été filmées. Donc il y a eu tout un travail de sélection. Et il y a vraiment ça a été beaucoup d'impro. En fait, on a balancé les 3 acteurs dans la forêt. Ils avaient quelques indications, ils avaient la caméra, et après, la majorité du film, c'est de l'improvisation, en fait. Et malgré que ce soit de l'improvisation et que donc tu aies peu de direction, c'est-à-dire que le script, il est très, très petit. Le film, en termes de réalisme, il est vraiment prenant. C'est-à-dire que tu sens vraiment l'anxiété monter au travers des personnages. Et c'est d'autant plus intéressant que vu que c'est eux-mêmes qui filment, t'es au cœur de l'action. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça reste pour moi un film mal aimé. Hein. On a beau dire que c'est un film culte, etc. Si tu regardes les avis spectateurs ou même presse, le film il a les critiques qu'ont généralement les found footage, c'est-à-dire film feignant, film sans intérêt, aucun travail de mise en scène. Alors que c'est peut-être ce qu'il y a de plus pur en termes de cinéma, si tu te rapproches de tout ce qui est le cinéma vérité des années 60. Donc, je pense au cinéma de Jean Roux, tout le cinéma documentaire qui s'est développé dans ces années-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est très bien. Budget $60 000. Donc, en termes de vraiment de... Ouais, le film le plus rentable de tous les temps. C'est ça. C'est clair. C'était pas Paranormal Activity ? Ah non, c'est Paranormal Activity, Oui, excuse-moi. et justement, pour faire le lien avec Paranormal Activity, et même avec un autre film, et pour garder la surprise, je ne dirai pas c'est lequel, le film de Jérémy. Ces films-là, je pense qu'ils fonctionnent parce qu'ils ont cette idée de prendre un cadre naturaliste, en fait. Donc, dans le cas de Blair Witch, avant qu'on rentre dans l'épouvante, c'est-à-dire qu'on suit vraiment le documentaire qu'ils font sur la légende de la sorcière de Blair. Donc, ils interrogent des gens, tout ça. Alors que le problème de Paranormal Activity, c'est que dès le début, le but de ce film, c'est de faire peur. C'est vendu comme un film d'horreur, c'est un film d'horreur et ça fait peur parce que ils ont capté les images avec des caméras de surveillance. Sauf qu'à partir du moment où le projet de base, c'est de te vendre un film purement horrifique, pour de l'horreur, je pense que ça ne fonctionne pas. Alors qu'un film comme Blair Witch, c'est de base c'est un documentaire qui tombe dans l'épouvante. Ok. J'ai une petite, je crois, anecdote sur ce film qu'on m'avait raconté. Si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas aussi un peu une tension, ne serait-ce qu'avec les acteurs, où on leur faisait peur la nuit, exprès. Ça, je sais pas, mais ce serait pas étonnant. Je crois, vu que ça se passe dans la nature, il me semble que le réel s'était tapé un espèce de délire, je veux pas dire trop de bêtises, hein, mais qui leur faisait peur la nuit en faisant des espèces d'ombres devant leur tente, pour vraiment les mettre dans une tension perpétuelle. Donc, Ils étaient vraiment à bout. Mais Ouais. si tu le vois, tu sens vraiment. C'est pour ça qu'il est d'un réalisme assez incroyable. Moi, je trouve c'est Blair bien. Witch. c'est mieux même. Si après, je pourrais juste un dernier truc, c'est qu'il y a un jeu vidéo qui a été fait sur Blair Witch qui est aussi tiens. très bien, voilà, et qui arrive vraiment à garder le même concept de Blair Witch, mais en utilisant les forces du jeu vidéo
pour pallier en fait au manque cinématographique que te propose le jeu, notamment en jouant sur le principe de pattern, c'est-à-dire que la map se répète, plus tu tournes en fait dans la map, plus la map se répète, c'est-à-dire que c'est les mêmes frames en fait que tu tournes en boucle, et ils arrivent à retrouver cette sensation de tourner en rond que le film dégageait. Je propose de poursuivre sur la question du fan footage parce que Oui. là, tu as posé les jalons de ce qu'est le fan footage et les origines de ce genre. Et Jérémy, justement, a décidé de parler d'un autre film qui a quand même vachement déterminé ce qu'est ce style. Ah oui, parce que le film dont je vais parler est sorti la même année que Cloverfield, un autre fan footage dans un genre totalement différent, mais fan footage quand même. Je vous parlais de Rec, film espagnol, réalisé par Jaume Balagueró et Paco Plaza. Je l'ai vu souvent ce film. Là, le visionnage que j'ai fait pour cette émission-là, c'était être le 4e ou le 5e visionnage que je faisais de ce film-là. Pareil, on reste sur un film très court, il dure 1h15. Et je me suis posé une question, parce que Owen, juste avant que je le lance, il m'a raconté quelque chose, il m'a dit « Ouais, je voulais le revoir avec un pote la dernière fois, et il m'a dit « Ouais, non, j'ai pas trop envie. » Mais sauf que Owen, il voulait le revoir pour une raison. Qu'est-ce qui se faisait peur dans le film ? C'est ce que tu m'avais dit, je crois. Ah bon ? J'ai oublié. Non, bah tu me l'as dit. Donc il m'avait dit, en fait je voulais le revoir pour savoir qu'est-ce qui me faisait peur dans le film. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait avec ce visionnage-là, je l'ai revu en me disant, qu'est-ce qui me fait peur dans ce film ? Est-ce que c'est ce qui est montré à l'image ou est-ce que c'est le dispositif filmique en lui-même ? Alors moi, je peux répondre tout de suite. C'est... parce que tout à l'heure, tu parlais, Julien, on commence dans le naturaliste et ça va vers l'horreur. Justement, moi, c'est toujours les 20 premières minutes du film qui me font peur. Parce que tu sais qu'il va y avoir de la chose. Mais tu sais pas à quel moment. C'est ça. Du coup, ça t'inquiète. Je te rends la parole. Oui, ce qui se passe à l'image dans Rec est horrible. On voit des gens tomber de haut et s'éclater la tronche sur le sol, on voit des gens se faire mordre avec des bouts de peau qui s'arrachent, enfin des gens qui changent physiquement, etc. Mais je pense que ce qui me fait le plus peur dans ce film, c'est tous les artifices du dispositif filmique du found footage qui sont utilisés à la perfection dans Rec. C'est le classique, mais caméra épaule constamment en mouvement avec des tremblements chez Kicam, tout ça qui apporte un réel qui est accru. Mais également les bugs de caméra qui sont utilisés, les bugs de la caméra numérique, le rembobinage de l'image, parce qu'à un moment donné, il rembobine dans le film ce qui est montré afin de revoir une action qui s'est déroulée, la torche de la caméra, la vision nocturne de la caméra, bref, il y a tout de la caméra qui est utilisé, avec zoom et dézoom également, tous les artifices de la caméra qui sont utilisés. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est que t'as une sensation de réel parce que tu te dis, j'ai l'impression de me voir, qu'est-ce que je ferais dans cette situation ? Bah, je m'amuserais potentiellement. Déjà, de base, je m'amuserais avec une caméra à toucher à tous les boutons. Mais là, tu te dis, il y a quand même un cadre professionnel, parce que de base, pareil, c'est réalisé dans le but de faire une émission de télé. Le caméraman, c'est son taf. Il peut faire de belles images, mais en fait, vu qu'il est pris dans l'action et dans l'instant présent, il est obligé de faire des images dégueulasses, un peu obligé de faire des images dégueulasses. Tu crois que c'est des images dégueulasses, mais c'est magnifiquement mis en scène, Drake. Je prends la scène où on découvre la première personne qui est infectée. C'est une merveille de mise en scène parce qu'il faut cadrer exactement au millimètre près pour qu'on voit exactement ce que le réalisateur veut montrer. T'as l'impression que c'est de la caméra feignante parce que, au fait, tu bouges la caméra et tout. C'est millimétré. Quand je dis c'est millimétré, vraiment, c'est génial. Ce qui est intéressant aussi avec Rec, c'est que c'est un peu une sorte d'anti-Blair Witch, où là où Blair Witch joue sur le fait de pas montrer, Rec montre énormément. Il montre énormément de choses horrifiques, là où en fait Blair Witch en fait ne montre jamais rien. Et les deux fonctionnent très bien. Et donc, du coup, Rec utilise tout ce qui fait du found footage l'antithèse de la belle image. Vraiment, il n'y a rien dans Rec qui... c'est pas beau, Rec. C'est pas beau, c'est de la caméra à épaule, c'est pas pixelisé, mais en gros, il y a du grain. C'est vraiment pas agréable à regarder. Et ça joue là-dessus. Et ça, je trouve que ça apporte vraiment à l'angoisse que tu peux avoir en tant que spectateur devant ce film. Et j'ajouterais juste sur la question du found footage, et que ce soit Rec ou Blair Witch, je pense que ça fait partie de ces rares films où je pense que l'expérience est même meilleure si tu ne la vois pas au cinéma. Puisque vu que tu cherches le cadre le plus réaliste possible, je trouve que Blair Witch, par exemple, je l'avais vu sur mon petit PC, hein, mais tu as ce côté tu te perds sur YouTube et tu vois des vidéos très bizarres. Et je pense que c'est tout ça avec quelqu'un, toutes les creepypastas, toutes les légendes qui traînent sur YouTube, en fait, tu retrouves ce côté-là, que ce soit dans Rec ou que ce soit dans Blair Witch, c'est-à-dire que tu trouves un film perdu et où tu as toute cette possibilité que ce soit vrai. C'est ce qu'un ami me disait justement, qui est intéressant, c'est que un fan footage qu'on va voir au ciné, ça peut plus marcher. Par contre, qu'un fan footage qu'on trouve au hasard sur internet, lui, il peut gagner en véracité. Mais vas-y. Personnellement. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce film ? Et oui, C'est je ça, la continue parce question. que c'est surtout sur ce visionnage, qu'est-ce qui m'a marqué le plus ? C'est le son. Ah. C'est la première fois que je me suis attardé dessus, en fait, quand je l'ai regardé, et j'ai compris en quoi il jouait un rôle primordial dans le film, parce que le son est toujours extrêmement clair, parce que en fait, on voit dans le film qu'il y a des micro-cravates qui sont installées sur les personnages, mais ça permet aussi de jouer avec la saturation du son. Et c'est un truc tout con, hein, mais la saturation du son, ça apporte un élément accru d'horreur quand tout le monde se met à gueuler, et du coup, t'as une saturation du son qui est... Je sais pas, ça apporte de l'angoisse. Comme je disais, l'image, le grain d'image, etc., cette saturation du son, je trouve que ça
ajoute de l'angoisse encore plus. Vu que le film joue constamment sur ça, ça crée un sorte de malaise en fait. Le truc qui est très fort, c'est que le film ne devient pas du tout agaçant. Parce qu'un film avec un son qui peut saturer de temps en temps, qui peut saturer, enfin pas constamment, il sature pas constamment le son non plus, mais qui sature à des moments très fréquents, ça pourrait être chiant. Mais pas du tout, puisque c'est pris dans l'angoisse avec tout le contexte du film. Et avec, pareil, je redis, cette image qui est granuleuse et qui donne un cachet au film et je trouve qu'on est en plein dans le réel. Et dernière chose que Rec fait très bien encore une fois, c'est que le fan footage, ce qui se passe en fait à l'image, c'est fait par une caméra personnage. Moi j'appellerais ça une caméra personnage. L'idée c'est quoi ? C'est pourquoi on filme en fait. Pourquoi le caméraman ne coupe pas à ce moment-là ? C'est limite vital, c'est un geste vital de filmer. Parce que pour référencer et montrer à tout le monde ce qui s'est passé. Et Rec le dit texto et tient ce précepte-là jusqu'au bout. On voit que ce geste jusqu'au bout, ce geste de filmer, il est là. Parce que la caméra n'est jamais lâchée par un personnage, jusqu'au dernier plan dernier plan, c'est compliqué de parler de dernier plan, mais jusqu'au dernier moment du film en fait. Et, petit dernier mot sur le jumpscare, parce que c'est peut-être le film sur quoi le film se repose le plus, pardon, c'est... Il fonctionne. Bon, moi maintenant je les connais, donc ils me font plus trop d'effet, mais pour quelqu'un qui découvre le film pour la première fois, franchement... Je pense que je me souviens plus très bien de mon premier visionnage, mais je pense que je devais sursauter à chaque jumpscare. Je ne l'ai jamais vu, donc j'ai mon père qui a essayé de me le lancer la dernière fois et je me suis levée, j'ai fait non, je peux pas regarder. Je pense que j'ai un espèce de côté vraiment comme ça où j'ai peur que ça arrive avant, donc je me mets dans une auto-persuasion que je vais avoir peur, alors que s'il faut, pas du tout. Moi j'ai une question, est-ce que tu as vu les autres Rec ? Alors j'ai vu les 4. Et qu'est-ce que ça vaut par rapport au premier ? Rec 2, en fait... Eh ben, tu vois, moi je suis pas du même avis parce que je trouve que ça pousse encore plus loin dans le concept de fan footage et ça permet en plus d'avoir plein de caméras différentes parce que dans la diégèse du film, c'est normal qu'il y ait plusieurs caméras. Alors, est-ce que c'est les mêmes réals ? Oui, d'accord. Alors le 2, c'est le même duo de réalisateurs. D'accord. Et après, pour le 3, c'est Paco Plaza qui l'a fait en solo et pour le 4, c'est Jaume Balagueró qui l'a fait en solo. Ok. Et donc le 3, en fait, on a au début du fan footage, au début du 3, parce que ça se passe pendant une fête de mariage et donc au début on a des images. Et en fait à un moment donné le film abandonne totalement ça et pour partir sur une mise en scène plutôt classique. Et je sais que Owen considère Rec 3 peut-être comme un nanar. Un chef-d'œuvre de nanardise. Moi je considère que c'est vraiment une trahison comparé au premier Rec. Et Rec 4 Apocalypse, pareil, est une énorme merde qui pareil, abandonne le côté fan footage. Ah, ça, c'est dommage. Et ça se passe sur un bateau. Alors que de base, le projet du 4, ça me dépite toujours quand je dis ça, mais le projet du 4 de base, c'était de sortir de l'immeuble et voir ce qui se passait avec l'infection qui s'étend dans toute la ville. Et au final, tu te retrouves à être sur un bateau. On peut dire que le film a pris l'eau. Ah oui. Talent. Est-ce que tu en as fini avec Greg, mon ami ? Ouais, et je suis... Avec Greg ? Ouais, c'est Greg. Moi, je me ferais bien avec Greg, personnellement. Oh alors, non. À manger, hein. Donc oui, Rec, j'en ai fini et vraiment... grâce à ta question que tu m'as posée, enfin que tu t'es posée et que du coup je me suis posée avant mon visionnage, j'en ai que d'autant plus apprécié Rec. Eh ben écoute, moi je vais empiéter avec ce que je considère comme étant un des meilleurs fan footage que j'ai vu. Et je l'ai vu pas plus tard qu'il y a 3 jours, parce que c'est sur les recommandations du même ami que j'ai évoqué plus tôt, qui m'a dit en fait que c'est un film, faux documentaire de Faites entrer l'accusé Pierre Bellemare. Alors Faites entrer l'accusé, c'est Christophe Ondelat. Ouais, mais genre à la Pierre Bellemare. Et en fait, ça fait le film pose plein de questions. En gros, ça s'appelle The Poughkeepsie Tapes. Peut-être que vous connaissez. Pas du tout. Ah, tu m'en as parlé du coup, oui, je Ouais. connais de nom. C'est le format d'un Fait entrer l'accusé, mais qui s'appuie sur des cassettes vidéo qu'on a retrouvées, des enregistrements personnels d'un tueur en série. Ah, ça, c'est pas mal. Intéressant. Et c'est très intéressant parce que le film tient son concept jusqu'au bout, c'est-à-dire que jamais, et du coup je révèle la supercherie, mais jamais il ne révèle que ce tueur en série n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez innocemment tomber sur ce film en pensant que vous êtes en train de regarder un pseudo Fait entrer accusé américain. Vous pouvez penser que tous les agents de FBI, tous les élèves à qui on montre ces extraits, tous les gens qui ont investigué sur ça sont réels. Et vous pouvez donc penser que ce que vous voyez sur ces cassettes est réel. Mais du coup, le faux documentaire, le found footage sont totalement liés. Ça, tu le retrouvais déjà avec Punishment Park dans les années 70, mais j'ai l'impression qu'on peut dire en fait vraiment les premiers films
type de film à poser la question de la fake news, c'est les fun footage et les faux documentaires. C'est ça. Et en fait, le génie de ce film, c'est de remettre systématiquement en question et en perspective la dimension sensationnaliste du reportage d'investigation et la véracité des faits qui sont dits. Parce que du coup, il y a des choses qui sont quand même énormes qui sont montrées dans le film. Le volume de cassettes trouvées et le génie machiavélique du tueur en série est quand même assez oufissime. Donc du coup, quand t'as l'information que c'est pas vrai, ça paraît un peu ridicule, mais si tu crois bête et ongle à ce que le film te raconte, c'est absolument atroce. Parce que j'avais une question, tu dis qu'il y avait un volume assez important, mais est-ce qu'ils te disent dans le film, genre en mode on vous montre qu'une seule partie parce qu'il y a tellement que... En gros, t'as un plan qui est absolument brillant du film où t'as un plan d'un monsieur avec un volume de cassette, mais le volume de cassette, tu sens bien que si tu recules, t'en verras un petit peu plus. Et il te dit, ça, ce sont les vidéos qu'on a trouvées sur ses premières victimes. Et en fait, le personnage principal, le méchant, a kidnappé une meuf pendant 15 ans et lui a fait vivre des tortures absolument atroces. Et en fait, il commence à avancer et la caméra recule et tu vois de plus en plus de vidéos, tu vois de plus en plus de cassettes. Et ça s'arrête pas pendant 30 secondes et il fait de ce volume-ci à ce volume-là, c'est toutes les cassettes qui concernent cette victime. Quelle horreur. Quel enfer. Oui, d'accord. C'est un film qui dure... Pardon. Ouais, C'est un vas-y. film qui dure combien de temps? Ça dure 1h20. D'accord. C'est un film de qui? Il s'appelle John Eric Dowdle. Et en fait, ce mec, vous le connaissez parce qu'il a fait Devil. Oui, produit par Shyamalan. Oui. Je suis obligé de le Mais caser. non. Et du ok. coup, ça crame un peu le truc. Mais franchement, je vous le dis, si un jour je suis amené à être un prof de cinéma, ce que j'aimerais bien un jour, et ben je montrerai ce film-là. Alors je préviendrai les gens, très sincèrement, de l'horreur que ça peut être. Je dévoilerai certainement pas la supercherie. Mais, Ce que tu viens de faire en fait, mais... Ah ouais. Dommage. Mais c'est quoi un peu au final on va dire la finalité un peu de ce film du coup, est-ce que ça se termine vraiment, ça clôture quelque chose ou tu restes sur un... Bah ça reste dans la tradition des faites entrer l'accusé, c'est-à-dire que ça reste un peu sur le... Tu restes sur sa fin quoi. Enfin, Non, pour le coup, quand tu sors du film, t'es quand même content que c'est terminé parce que Oui, bon c'est Dieu. lourd. Mais non, ça, il reste du suspense. Ah là là. Ça me fait pas mal penser aux Chambres Rouges. Ah, Je pense que Jérémy sera peut-être d'accord avec Mais moi. moi, tu sais que enfin, ce que je pense des Chambres Rouges, Je mais sais. oui, ça me fait penser À à chaque ça. fois que je peux caler ce film, je le fais. Ouais, je sais que tu l'as beaucoup apprécié. Je sais. C'est pas un film sur un mec qui tuait des nanas? En fait, ça prend la question du snuff movie. Donc en gros, Et ça des parle ragots. d'un procès au Québec. Oui, Et en fait, d'accord, qui ça y aurait est. filmé ses victimes. Et en fait, il y a une dernière cassette manquante de la dernière victime. Et en fait, tu vis les journées au tribunal. Et du coup, en fait, avec les preuves à conviction, sauf en fait, tu ne vois jamais rien. Et en fait, tu as juste un moment où les cassettes sont diffusées. Mais tu entends genre 15 secondes des cassettes. Mais je peux te dire que j'ai rarement été aussi glacé devant une... Ah oui, c'est que du sonore en fait, Ouais, on te c'est montre très rien. sonore. Et si j'avais pas été au cinéma, j'aurais sans doute mis pause. Mais vu que j'étais au cinéma, j'ai pas pu mettre pause. T'es bloqué. Mais en tout cas, voilà, Mm. sur ce Poughkeepsie Tapes, c'est une très très grosse recommandation. Et les extraits qu'on y voit sont terrifiants. Il date de quand? 2007. D'accord, ah quand même. 2007. Et ah oui, tout à l'heure tu parlais du grain de l'image de Rec. Et justement, Oui. c'est ça qui est intéressant parce que ce qui se passe dans The Poughkeepsie Tapes, ce sont des enregistrements qui ont duré à peu près 15 ans. Et forcément, c'est filmé par un tueur en série avec sa cassette personnelle. Et ce qui est assez fou dans le film, c'est que la cassette, enfin la caméra vidéo, a un très très gros défaut de couleur qui pourrait rendre certaines choses complètement ridicules parce que bah des fois t'as des gens qui ont des cheveux qui sont pas la bonne couleur, t'as des gros défauts. Mais ça ajoute à l'inconfort et surtout, forcément c'est des faux spécialistes, mais qui analysent la façon dont le mec a réussi à tuer tout en tenant sa caméra. Et en fait, tu te retrouves avec de la pseudo-analyse de vraies cassettes vidéo. Bref, c'est assez brillant, c'est très méta et très très grosse recommandation. Bah c'est bien, vous m'avez tous donné envie de regarder vos films parce que j'en ai pas vu un seul. Et nous, on n'a Si. pas vu ton film. Moi, Si, je l'ai vu. Julien, il l'a Oups. vu. Et ben moi, je vais parler d'un film qui, du coup, je vais pas dire qu'il n'a aucun rapport, mais qui sort vraiment un peu de vos sujets à tous les trois. C'est Rosemary's Baby, réalisé par soit le très grand, soit le détesté Roman Polanski, un film qui date donc de 1968, si je dis pas de C'est bêtises, ça. qui pour moi est quand même un film culte, voire même un des plus grands films de tous les temps. Donc personnellement, je vais pas m'étaler sur toute la polémique qu'il y a autour de ce mec, parce que je préfère partir du principe que là déjà je vais parler d'un film en lui-même. Et dans un film, il n'y a pas qu'un réalisateur, il y a des acteurs, il y a des ingé-sons, il y a des scénaristes, il y a plein de gens qui travaillent sur un film. Donc je n'aime pas
dénigrer un film ou boycotter un film juste parce qu'il y a tel nom à l'image. Voilà, je pars du principe qu'il y a plein de gens qui travaillent sur un film et c'est hyper important de regarder le travail de ces gens. Donc Rosemary's Baby, qui est donc l'histoire de Rosemary, jeune épouse de son mari dont j'ai complètement oublié le nom, qui viennent d'emménager dans un appartement, et c'est un film qui va pareil monter de plus en plus dans une tension d'elle qui, on va dire, a une intrusion perpétuelle, une intrusion par ses voisins perpétuelle, et un rythme de plus en plus pesant où elle se retrouve en fait au fur et à mesure manipulée, exténuée par cette omniprésence de ses voisins qui sont tout le temps là, qui veulent souvent lui rendre des services, s'imposer, dîner avec eux. Et puis le film continue, et puis elle se rend compte au fur et à mesure que c'est des gens qui essayent de la manipuler, car au fur et à mesure du film, elle va tomber enceinte, et sa grossesse va extrêmement mal se passer. Il y a déjà ce truc qui m'a beaucoup flashé, c'est que la caméra est perpétuellement sur elle. Il n'y a pas un seul plan où le personnage de Rosemary n'est pas là. Donc t'es vraiment avec elle sur ce qui lui arrive. En plus, ils ont vraiment pris que c'est Mia Farrow qui la joue. Elle la joue super bien. C'est vraiment on va dire un peu la jeune femme un peu frêle, qui est toute naïve, qui est gentille et qui se fait manipuler de plus en plus. On l'utilise, on se rend compte que au fur et à mesure du film, plus t'avances, plus il y a un truc bizarre qui commence à se passer autour de sa grossesse. Pourquoi il s'intéresse tant à sa grossesse? Il lui donne des cachets, des vitamines pour aller mieux, sauf que plus elle les prend, plus elle est pas bien. Donc plus le film avance, plus t'es vraiment dans une tension où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tout le temps là? Et au final, tu commences à comprendre qu'il y a un délire de sorcellerie sous l'histoire. Il y a un de ses amis, je sais plus s'il est médecin ou je sais plus... L'écrivain, l'écrivain, voilà, qui commence à se renseigner que il trouve un bouquin qui raconte un peu l'histoire d'une famille qui commettait un peu des meurtres et des crimes au nom de la sorcellerie des années auparavant, et du coup il suspecte ce voisinage-là d'être ces personnes qui font un peu, on va dire, des rituels sataniques. Plus on avance dans le film et plus on arrive à sa grossesse, et elle fait un espèce de rêve où elle se fait violer par Satan avec des gens qui la regardent, avec son mari qui est là. Et plus le film avance, et plus tu comprends que malheureusement, c'est la réalité, en fait. Que c'est vraiment des sorciers, c'est vraiment des gens qui veulent lui accaparer son enfant. Et de fil en aiguille, le film continue comme ça. Elle essaye de s'échapper, mais elle n'y arrive pas, et tout le monde se rencontre contre elle. Et c'est vraiment... Après, c'est peut-être parce que je suis une fille, et du coup, en tant que femme, ce film m'a encore plus... perturbée, parce que t'as vraiment envie qu'elle s'en sorte, quoi. T'en peux plus, et vraiment, déjà, qu'il y ait ce point-là aussi... où il y a tout le temps la cam qui est sur elle, tout le temps avec des plans sur elle. Bon, déjà en termes de mise en scène, ce film est fou. En termes de jeu d'acteur, et surtout, moi, ce qui m'a le plus flashé, et c'est pour ça que j'ai hâte de le revoir une deuxième fois aussi, il faut vite que je le revoie, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de regard qui sont hyper importants dans ce film. En fait, dès le début, tu le sais qu'il va y avoir un problème, parce qu'il y a tout un jeu au début du film, quand ils visitent l'appartement pour la première fois. En fait, il y a tout qui est fait ensemble dans l'appartement pour que les voisins puissent rentrer, en fait, un peu quand ils veulent. Avec le placard qui est décalé. Avec le placard qui est décalé, c'est une scène qui est folle. Et quand tu revois cette scène, en fait, tu comprends les jeux de regard, notamment avec le mari. Parce que le mari est dans la boucle depuis le début. Voilà, je vais reprendre le personnage du mari. Le personnage du mari qui est acteur de cinéma ou acteur de Broadway, je sais plus. C'est un acteur de théâtre, mais surtout un acteur qui fait de la publicité. Et ce qui est super intéressant avec ce personnage, c'est que vu qu'on a toute l'idée de pactiser avec le démon, en fait, cet homme-là, dès le départ, a pactisé avec la télévision alors qu'il est acteur. Oui, en fait, ce personnage clairement. est déjà marqué par la notion de pacte. Il a déjà une notion de vice dès le début. En fait, tu comprends que c'est le mari qui est dans la sauce dès le début, qui a pactisé du coup avec ses voisins pour avoir une carrière, en fait. C'est des gens qui, on va dire, je vais faire ça grossièrement, mais qui ont lancé des sorts un peu à ses concurrents pour qu'il ait un rôle principal dans une pièce qui va fonctionner, en vendant sa femme et son enfant à ces gens qui sont complètement tarés, en fait. Quand tu le revois la deuxième fois, ce que mon cher géniteur, mon père, m'a dit, tu le vois dès le début qu'en fait, il la manipule. Il y a des jeux de regard entre les voisins et eux perpétuels. Si elle, à un moment donné, je sais plus, quand elle va voir vers le placard, il se met direct devant. Donc au début, dans la première vision, tu le comprends pas, mais en fait, quand tu le revois, tu te rends compte qu'il y a vraiment un gros travail de mise en scène, et surtout une direction d'acteur. Enfin, pour moi, étant comédienne, ça m'a apporté de fou, parce que déjà Mia Farrow, elle est quand même hallucinante dans ce rôle. Enfin,
t'es avec elle dans son angoisse, dans son anxiété, et surtout Tu la vois dépérir en plus. Tu la vois dépérir même complètement. physiquement, Bah oui, c'est ça, vu qu'il lui donne une espèce de lait bizarre. Le Tanis. Ouais, voilà, c'est ça, que c'est un espèce de champignon en fait qui la rend complètement épuisée. Mais voilà, c'est vraiment un film hyper important, je pense, à regarder. Mais dans une certaine mesure, dans la façon dont tu le décris, ça me fait penser à Hérédité. Je l'ai pas vu. Justement, Mais j'y oui. ai pensé en le voyant. C'est vrai que le cinéma d'Ari Aster, il y a une influence. On n'avait pas parlé de ça, Ouais. mais dans le sens inverse, la dernière fois. C'est-à-dire Il me semble qu'on a dit la même chose sur Ari Aster, mais genre dans un épisode de hors-série, que qui s'était inspiré de Rosemary's Baby. Alors moi, je l'avais pas vu à l'époque, mais peut-être Fred l'avait vu, ça m'étonnerait pas. Mais oui, tu as quelque chose de très folklorique. Mm. Notamment en fait sur l'hérédité, c'est ça, c'est cette communauté, une sorte de communauté qui a vécu pendant des vivote. centaines d'années. Moi, j'ai vu Midsommar, personnellement, d'Ari Aster, que j'avais C'est beaucoup plus proche aimé. d'hérédité. Encore, Ouais, ouais. Ouais, c'est beaucoup Oui, plus proche c'est pas pareil, parce d'hérédité. que après Midsommar, c'est un film d'ambiance horreur de jour, donc Mm. ça te met dans une autre tension. Mais en tout cas, ouais, je vous recommande fortement Rosemary's Baby. Est-ce que tu as vu Funny Game de Haneke? Non, j'ai pas vu. Bah, je trouve qu'il y a quelque chose dans les deux qui est très intéressant, et que tu retrouves en fait, qui est même le concept du parasite de Bong Joon-ho, c'est justement cette invasion et ce parasitage du quotidien. Oui, Et tu vois, Funny Game, donc le concept de Funny Game, c'est ça, c'est que tu as des gens qui vont en vacances dans leur résidence, et il y a des nouveaux voisins qui connaissent pas, et ces nouveaux voisins vont s'introduire chez eux, quelle horreur. et en fait, ils vont les torturer toute la nuit. Mais ce qui est le plus intéressant dans Funny Game, c'est pas justement cette scène justement de torture, etc., qui est extrêmement gratuite. Et ce qui avait fait polémique avec le film, c'est que tout est gratuit. Il n'y a aucune raison à ça, c'est de la pure violence. Ce qui fait plus peur dans ce film, c'est le moment où tu sais qu'il va se passer quelque chose, justement. Mais en fait, tu les vois de plus en plus rentrer dans la maison et tu vois qu'ils veulent pas partir. Tu te dis au bout d'un moment, bah c'est vrai, imagine, tu as des voisins qui arrivent, tu leur dis, bah, tu sais, t'essaies de leur faire comprendre qu'il faut partir. On a tous ces techniques-là. Et ce que tu as aussi dans Rosemary Baby, hein, Complètement. le Au moment fur où et à mesure, ouais. elle arrive de plus en plus et elle se dit, bah, comment je vais réussir à les faire partir. Et là, en fait, bah, à un moment, dans Funny Game, c'est juste non, on va pas partir. Et à partir du moment où tu comprends que ça, il va pas avoir de retour en arrière, tu dis ah, ok. Ouais, c'est vrai que après dans Rosemary's, je l'ai eu aussi à ce moment où en fait, dès le moment où tu comprends que son mari est dans la mèche, et avec eux, tu comprends que là, ça y est, c'est fini pour elle. Elle a plus aucun soutien. Dès qu'elle essaye d'appeler ses amis, son mari la manipule pour lui dire non, mais limite, tes amis, Bah, c'est des connasses. Tu as un machin, dernier laisse tomber. espoir à la toute fin. T'as un dernier Et espoir à la vraiment un toute dernier fin. espoir qui. No spoil. No spoil, Mais- mais c'est vrai que la fin. Après, déjà, faut se remettre aussi, je pense, dans le contexte aussi de l'époque. C'est quand ce film est sorti, ça a été monumental. Enfin, jamais à cette époque, il y avait des films déjà avec cette mise en scène-là, ce scénario-là qui sortait. Enfin, c'était pas ça, le genre de film qui sortait surtout à Hollywood. Polanski, à cette époque-là, était quand même très jeune. Il arrive à Hollywood, il pond, comme dirait DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, Ross fucking Mary's Baby, genre. Et c'est vrai, du coup, je parle de Once Upon a Time in Hollywood parce que c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup, dans celui de Tarantino, comme quelque chose qui a révolutionné le cinéma vraiment dans ces années-là. Et c'est vrai. En plus, il y a un espèce d'un peu de message quand même. No spoil la fin, mais très anti-religion complètement, anti-catho complet. Donc c'est vraiment un film qui a vraiment, déjà plus qu'inspiré d'autres films par la suite, mais surtout a révolutionné un genre de cinéma à cette époque de Polanski, jeune juif qui arrive à Hollywood, qui enfonce des portes ouvertes avec un banger pareil alors qu'il avait même pas 30 ans, quoi. Donc c'est un film qui a vraiment fait bouger les choses. C'est un film qui est quand même important, du moins je pense dans la culture cinématographique. Pour des gens qui aiment le cinéma, c'est un film vraiment très important à regarder. Puis il y a aussi quelque chose, mais qui est très commun dans les années 60, c'est cette image très documentaire, notamment quand Ouais. il filme les passages dans New York, parce que le film se passe essentiellement dans l'appartement. Oui. Et tu as Ce quelques qui rend quelque passages chose où il plus sort de angoissant, l'appartement. Ce qui est intéressant, c'est que les sorties de l'appartement sont très fréquentes dès le début du film. Mm. Et plus le film avance, plus tu te ressens dans l'appartement. Et justement, tu as cette manière de filmer qui fait beaucoup penser à Scorsese. Oui. Je pense surtout à La Valse des Pantins. En termes de comment c'est filmé, en fait, c'est vraiment de la caméra. Ils vont dans New York, c'est filmé, pas de studio, il n'y a rien du tout. C'est une caméra qui est prise, qui est prise, on prend le plan en direct. Ça te met vraiment dans une angoisse, je sais pas comment le dire autrement. Il m'a attrapé, le con, quoi, comme on dit. Et ben ainsi se conclut en tout cas la première partie de DCP. La deuxième partie va être un peu moins longue et elle va surtout être chargée en jeux. Et oui, Puisque Jérém et moi on vous a fait des jeux et commençons par les jeux. jeux de Jérém. les chiffres du coup. Les chiffres et des jeux de Jérém. Voilà. Tadam. Alors pour cette émission et vu l'invité que l'on reçoit, j'ai voulu vous faire jouer avec les chiffres des acteurs. Ah Alors ça englobe plein de choses.
Je vous ai prévu 11 questions. Alors ça peut être de la connaissance ou de l'estimation, selon justement votre connaissance en termes de ces acteurs-là. Il y a plusieurs types de questions. Hein. Peut y avoir des questions sur les collaborations entre acteurs et réalisateurs, sur le box-office des acteurs, sur les récompenses des acteurs, bref. Enfin voilà. Pour le comptage des points, puisque cette fois-ci j'ai envie de compter les points, 1 point pour celui le plus proche. Et si jamais vous avez le chiffre exact, vous gagnez pas 1, mais 3 points. Let's go. Let's go. Première question. Je pense que ça ira dans l'estimation pour cette première question, car on va parler box-office français. Alors Louis de Funès est l'acteur ayant fait le plus d'entrées en France. Mais avec combien d'entrées? C'est ça ma première question. Beaucoup trop. Mais c'est tous ces films cumulés là que tu nous Tous demandes. ces films cumulés. Ah ouais, c'est 69 millions. 80 millions. 100 millions. Alors c'est Julien le plus proche, mais sache que Julien, tu es déjà extrêmement loin. Oh la vache. Tu es extrêmement loin, même en étant le plus proche, parce que il a fait exactement 315 824 017 Waouh. entrées. C'est dingue. Avec 102 films ayant atteint le million d'entrées, soit 85% de sa filmographie. Deuxième question, restons dans le cinéma un peu plus ancien. Combien de films ont en commun Fred Astaire et Ginger Rogers? 5. 10. 7. On a le premier tout pile de la soirée Oh avec Marie-Jeanne. C'est oh parce que yeah. ça est bien 10 films. Le premier Carioca en 1933 et le dernier étant Entrons dans la danse en J'en ai 1949. Aucun, je suis une merde. Il y en a un que j'ai vu qui est super bien, mais c'est le plus connu. Troisième question, revenons sur des acteurs un peu plus contemporains. Combien de films avec Samuel L. Jackson ont été réalisés par Quentin Tarantino? Est-ce que s'il a fait du doublage, ça compte? Non, vraiment que les films réalisés par Quentin Tarantino, dont lequel Samuel L. Jackson a joué. 5. Moi, je vais dire 7. 5. Non. C'est 6. Ah merde. Putain, On j'étais en a pas raté loin. un. Parce que j'ai considéré Kill Bill comme un seul film. Hein. Oui, on est d'accord. Ouais, on a- Voilà, merci. Oui. J'ai considéré Kill Bill comme un seul film, donc il est apparu dans tous les films de Tarantino, sauf Reservoir Dogs et Once Upon a Time in Hollywood. Ah Mais ouais, attends, il a tous fait les 9 autres films. Ouais. J'ai mal compté. Donc ça veut dire que j'ai raison. Ça veut Donc dire que- désolé, donc du coup on va assumer, j'ai fait une erreur dans mon comptage et Marie-Jeanne a raison, elle fait un tout pile encore une fois. Oh là là. Donc il aura fallu attendre l'épisode 19 pour voir Owen tomber enfin dans un jeu. Alors quatrième question, passons sur une question de récompense. Combien d'Oscars a eu Audrey Hepburn, l'actrice qui en a remporté le plus? 6. 4. 8. C'est Owen qui a le tout pile, 4 exactement. 8, je l'ai vachement. Ouais, ça fait waouh. beaucoup. Les 4 étant en tant que meilleure actrice, elle n'a jamais eu d'Oscar de meilleur second rôle. Continuons sur les Oscars avec la cinquième question, parce que Meryl Streep est l'actrice qui a été la plus nommée, Mhm. mais avec combien de nominations? 11. Alors, 12. 15. C'est Marie-Jeanne la plus proche, t'as pas un tout pile, mais t'es la Ah, plus c'est proche. 17. Yeah boy. Non, parce qu'il y en a 21. Oh la vache. Ah, bon bah voilà. Et elle Ah en oui, a quand même. Bien hein. nommé. Elle, Ouais, bien elle en nommé, a hein. remporté 3. Sixième question, parlons d'une actrice dont on a parlé récemment dans DCP, Anya Taylor-Joy, parce que vous connaissez mon amour pour cette Ah. actrice. Et je vais vous demander dans combien de films elle est apparue. 23. Allez, on va dire 18. 14. Marie-Jeanne est la plus proche parce qu'il s'agit de 19. Septième question, revenons sur le box-office, cette fois-ci, mais américain. Scarlett Johansson est l'actrice ayant fait le plus dans recettes aux USA, mais avec combien de recettes? 17 milliards. 17 Oh, wow. milliards, ok. 15 milliards. 15 milliards, ok. 21 milliards. C'est Julien le plus proche parce que vraiment vous la surestimez. Ouais. Vous la surestimez quand même parce que c'est 4,8 milliards. Ouais, mais il Ah y avait oui, les ouais, Marvel dans ouais, le lot. c'est donc, Ouais, ça, on s'est quoi. dit ça ralasse beaucoup d'argent. Non, 4,8 milliards donc, sur 48 films, dont 9 ayant fait plus de 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis, soit à peine 20% de sa filmographie. Huitième question. Eric Roberts est connu pour être l'un des acteurs les plus productifs d'Hollywood. Et donc Oui. je vais vous demander dans combien de films il a joué. Je sais pas qui. Et je parle même pas des téléfilms. Hein. C'est Falcon dans. Non, c'est Maroni dans The Dark Knight. Ah, c'est ce monsieur. Oui. Ok. Ah, mais alors là. Et il joue dans Dead or Alive. Ah, il a dû faire 182 films. 182 films. Je ne compte pas les téléfilms, hein, parce qu'il y avait les téléfilms aussi dans la liste, mais je les ai 120. je les ai squeezés. Alors du coup, t'as dit 182. 182, 120. 120. 138. C'est Owen le plus proche, mais encore là, t'es très loin parce que c'est 472. Ah ouais. Ah ouais, waouh. On l'a sous-estimé, lui, pour le coup, vraiment. Alors, mais- et sachez que quand j'ai regardé sa fiche IMDb, hier, du coup, quand j'ai préparé le jeu, il y a 73 films en attente de sortie dans lequel Eric Roberts apparaît. Oh. Il joue Mais il a dans un quel- mais dupieux. il a quel âge, ce monsieur? Mais arrête, de quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes Eric dans un Roberts, dupieux je sais pas quel âge il a, mais il doit bien On avoir la parle du mec soixantaine. qui a la tête une tête de mafieux, on est Ouais, d'accord. de Maroni. Il joue dans Wrong de Quentin Mais- Dupieux. Ah, mais oui. Donc voilà, Incroyable. comme quoi il aura fait Christopher Nolan, Quentin Dupieux et Uwe Boll dans sa filmographie. Hein. Oh, la dégringolade, quand même. Ouais. Neuvième question, repassons en France, car je vais vous demander combien de César a Michel Serrault, l'acteur français le plus récompensé. 6, 10. Alors attends, 6, 10, ouais. J'ai envie de dire 11. C'est Owen le plus proche qui n'en a remporté que 3. Oh, mais c'est pas vrai. Ça Il fait aime beaucoup. tellement Eh, plus. quand même, c'est quand même quelque chose.
une récompense, alors... Oui. Moi, Il j'ai a, dit il a 11. eu 8 nominations. Il nous reste 2 questions. Pour cette 10e, on va passer sur un trio. Je vais vous demander dans combien de films de Tim Burton ont joué Johnny Depp et Helena Bonham Carter ensemble. Enfin, joué doublé. Oui. Ah. Joué doublé, là, cette fois-ci. C'est marrant, c'est beaucoup de films de sa période nulle. Putain, j'osais pas le dire. 4. 4, ok. Je dirais 5, moi. 5. Ouais, j'en ai 5 en tête aussi. Et bah, vous avez tous les deux un tout pile parce que c'est sûr. bien 5. Ouais. Donc 3 points en plus pour tous les deux. Et bah oui. Bon, Parce pas qu'il y a très- Dark Shadows, il y a Sweeney Todd, Berk. Alice... Et- Les Noces funèbres et Yes. Charlie Chocolaterie. Voilà. Oui, oui, voilà. À savoir que Johnny Depp et Helena Bonham Carter ont 7 films en commun. Les 2 autres, Owen, devraient avoir le premier puisqu'il s'agit de Lone Ranger. Oui. Ah oui. Et l'autre étant la suite d'Alice au Pays des Merveilles, mais qui n'a pas été réalisée par Burton. Et enfin, 11 et dernière question. 11e et dernière question. Combien d'acteurs ont incarné James Bond? Tous les films. Je considère tous les films et séries télé. Oh, Oh, waouh. Même ceux, les non officiels, les films non officiels de la qui sont dur. pas produits par Eon. Je vais dire 10. 17. 12. C'est 8. Ah ouais. Bah voilà. Donc la Sérieux plus proche, c'est encore Marie-Jeanne. Putain, décidément. Ouais, Toi, nous fait a- ce soir. Elle nous a éclaté. Et donc, il y a les 8 des fameuses des Eon, pardon, donc Sean Connery, Timothy Yes. Dalton, Roger Moore, George Lazenby, Daniel Craig et Pierce Brosnan. Et à savoir que Barry Nelson en série télé qui était le tout premier à avoir incarné James Bond, et Ah ouais. enfin David Niven qui a fait le Casino Royale non officiel. Donc ça fait 8. D'accord. Du coup, le grand vainqueur... Et bah donc du coup, la grande vainqueur même, on peut dire, c'est Marie-Jeanne avec 12 points. Eh, Oh, la merci. On peut applaudir Ah, bon, on quand même. applaudit quand même. Owen est juste derrière à 8. Et Julien a un petit score. La Tu fais la gueule, dégringolade. hein, mon petit Owen. Hein, Quoi là, hein. Tu fais la tête, hein. Ah ouais. Julien il fait un score de Oh. Fred là, pardon. hein, Mais... Oh. Bah moi, je vais vous enchaîner avec un jeu qui concerne aussi des acteurs. C'est un jeu que j'avais fait il y a très longtemps que j'appelle le Casting for a Camoulox. Est-ce que tu D'accord. t'en souviens, Marie-Jeanne? Non. Pas du tout. Simplement, je vais vous exposer des combinaisons d'acteurs dans un casting, acteurs-actrices. Mhm. Vous devinez si ça a vraiment été fait. Ok. Parce que là, ça va être rigolo. Parce que par exemple, est-ce que Danny DeVito et Vita jouent dans un film de braquage? Non. Bah non. Oh merde. Bah non, bah là, mec, il Attends, quoi. attends, du coup, on fait comment? Tu nous dis si c'est arrivé ou Non, c'est pas arrivé du coup. Oui, non, mais tu nous demandes à chaque fois si c'est arrivé ou pas ou... Oui, c'est ça, c'est vrai ou faux. On fait un d'accord. tour de table et on fait tous vrai, Ouais, c'est faux, ça. vrai. Ok, D'accord. D'accord. Bon, bah effectivement, vous m'avez eu, Parce Danny que je DeVito croyais- et Vita ne jouent pas ensemble. Parce que je croyais que ça allait être comme d'habitude, genre tu disais 2 noms et on. Ah oui, on ah non, non, disait non, le non, film, non. tu vois. Est-ce que Mike Tyson et Laurie jouent dans le même film? Faux. Là, je dirais bien oui, mais peut-être dans un truc de doublage ou un truc dans le genre. Faux. C'est vrai. Mais non. Si. Le film s'appelle Les Portes du Soleil. Donc, est-ce que c'est un truc de Super. doublage ou c'est vraiment de. Non, non, ils live jouent dans le action même film. C'est On live les voit action, ensemble. ouais. Putain. Eh ben, Est-ce que Michael Madsen et Gilles Lelouch jouent dans un film sur la bourse? Oui. j'ai envie de dire oui. Non. Ça existe, mec. Ah, ah waouh. Ça s'appelle Crax, et genre c'est un film qui mêle la bourse et la météo. Quoi? Quoi? Oh la Crack vache, les avec bonnes un soirées en Mais perspective. deux hommes formidables ensemble, ça ne peut que donner un film, un bon film. Tom Cruise, Bill Murray et Saïd Taghmaoui jouent dans un film de Brett Ratner. J'ai envie de dire oui. Attends, Oui. t'as Oui. dit Tom Cruise. Bill Murray Bill et Murray. Saïd Taghmaoui. Oui, c'est sûr que c'est vrai. Putain, il a fait un film de Brett Ratner, Tom Cruise, parce que je suis en train de me demander en fait. Il me semble pas, je vais dire non. T'as dit quoi, J'ai Julien? dit oui. Ça existe pas, les gars. Dommage. Non, Dommage, Tom parce que Cruise Saïd n'a pas Taghmaoui, été il dans se un la film donne. de Brett Ratner, attends. Est-ce que Christian Slater et Pascal Légitimus sont dans un drame français? Tu vois, je me suis dit, quand t'as dit Christian Slater, je me suis dit, il a une carrière tellement, tu sais, qui allait un peu partout, que Pascal potentiellement oui. Légitimus, moi j'ai envie de dire non. Moi j'ai envie de dire oui. Non. Non, ça existe Oh, pas. ouais, merde. non, voilà. Mais je me suis dit, Christian Ça aurait pu, Slater, mais il va non. partout. Est-ce que Didier Bourdon et Penelope Cruz jouent dans un film de KPDP? Non. Oh non. Non. Si. Oh, Oh là là. Ça s'appelle Fanfan la Tulipe. Attends, Mais arrête. Non, je te C'est jure. pas possible. attends, Fanfan la Tulipe, c'est pas réalisé par. Attends, c'est réalisé par qui, Fanfan la Tulipe Je déjà sais plus, mais ils jouent ensemble. Merde. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ces films incroyables? Est-ce que Vin Diesel et Gérard Depardieu jouent dans un film de Mathieu Kassovitz? Oui, Oui. Ça, j'y crois. Oui. oui, c'est Bah Babylone oui, AD. c'est Babylone Bien AD, joué. C'est une horreur absolue. Absolu. Un des pires tournages de sa carrière, visiblement. Orson Welles et Michael Jackson jouent dans une comédie musicale à Harlem. Oui. Faux. Ouais. Oh. Arrêtez. Alors, Orson Welles, il a fait le doublage du film Transformers, ok, mais quand même pour aller un truc Ah ouais, sur mais Michael Orson Jackson. Welles et Jackson, ça aurait pu donner Ça un aurait truc. été drôle. Ça aurait été incroyable. Charles Aznavour, Ringo Starr et Marlon Brando dans un même film. Je dirais vrai là par contre, parce que Charles Aznavour, je sais qu'il a fait des films, mais alors est-ce qu'il a fait avec Ringo Starr et. Non, il y a trop de choses qui sont. Il y a trop de choses qu'aime Owen dans une même phrase pour que ce soit Ouais, vrai. c'est Donc ça. c'est je faux. peux, c'est dire faux. Si, ça existe. Oh, c'est pas vrai. Ça s'appelle Candy. Mais quoi? Incroyable. Robert Redford et Gad Elmaleh dans un film de Sidney Lumet. Je crois pas que Gad Elmaleh joue pour lui mettre, donc non.
Non, ouais, non. Sidney Lumet, non, un peu trop Non. là, je trouve. Mais avec Robert Redford, en vrai, ça aurait été possible. Bien vu, ça ne s'est Ça pas s'est fait. pas fait. Robert De Niro et Steven Seagal dans un film de Robert Rodriguez. Faux. Oh, je dirais vrai. Ouais, j'ai envie de dire vrai. Oui. Ouais. Ça s'appelle Machete. Bah oui. C'est avec Danny Trejo. Oui, c'est ça, c'est Machete. Ok, j'ai pas vu. Maggie Cheung et Bernard Campan dans un film de kung-fu. J'ai envie de dire non, pitié. Pourquoi En fait, Bernard Campan, Didier Bourdon, t'as mis tous les inconnus en Ouais, fait. ouais. Bah ouais. Moi, je dis non. Faux. Ça existe. Ah, mais c'est pas possible. J'ai pas donné ma réponse, mais tant pis. Ah, Ah, excuse-moi. pardon, désolé. Ça s'appelle Augustin, roi du kung-fu. C'est quoi ces gros nanars? sais C'est pas rien. possible. Attends, j'en ai un pour vous. Est-ce que Didier Bourdon et Russell Crowe ils jouent dans la même scène? Bah sans doute du coup. Bah oui, du coup. Sinon tu l'aurais pas Quoi fait. Bah oui. Mais quoi? Mais dans quel film? Dans une. C'est un film de Ridley Scott et ça s'appelle, je crois, c'est Une belle année ou un truc dans le genre. Ah, je vois de quel film tu parles. Mais oui, en plus. Et ils jouent au tennis. C'est une scène où Russell Crowe et Didier Bourdon ils jouent au tennis. Klaus Kinski et Ariel Dombal dans un drame érotique. Ça m'étonne pas, Ouais, oui. Et oui, je pense oui, que c'est c'est sûr Ariel que c'est Dombal qui vrai. l'a réalisé. Oui, ça existe. Ouais, ça c'était sûr. s'appelle Les fruits de la passion. Oh, bah oui, évidemment. C'est réalisé par Franck. Salade de Je pensais fruits. à la même chose. Danny Trejo et Clint Eastwood dans un western moderne. Ça, je vais bien y croire. Pourquoi pas? Ouais. Oui. Mais quoi que tu viens de dire moderne, donc non, parce que Eastwood c'est que des vieux westerns, donc non. Bah non, ça existe pas. Ah, Bien dommage. trouvé. Et enfin le dernier. Michael Youn, Cécile de France et Arnold Schwarzenegger dans une adaptation de Jules Verne. Oh, pitié que non. J'ai envie de voir ça, vrai. Ouais, mais. Ça doit quand même être incroyable. Ouais. Allez, vrai, je pense que c'est faux, mais j'ai envie de dire vrai pour que Mais ça- si, c'est vrai. Oh, je vais voir ça. Bah oui, c'est le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan. Mais oui. Mais le casting est fou. Ouais. Le Et film doit être bien nul, mais. Oui, oui. Bah, moi je l'aimais bien quand j'étais gamin, mais je l'ai pas revu Alors, depuis. alors ça, c'est la réponse des films de merde. Quand on dit ça en général, ça, c'est un film que j'aimais bien quand j'étais petit. C'est que Alors. vraiment maintenant. Par contre, anecdote, Owen il m'a dit qu'il avait trouvé un film avec un casting de fou mais qu'il a pas mis dans le jeu. Ouais, alors, accrochez-vous bien, parce que il y a Gérard Depardieu, Waouh. Harvey Keitel, Waouh. Johnny Hallyday, Renaud et Seytag Maui. Putain, mais pourquoi il est tout le temps là, lui? Ça s'appelle Wanted. Oui. Ah, mais oui! C'est un film de qui ça déjà? Ça date de quand? 2000, Brad Mirman, mais ça date de- 2003. What the fuck? Ça donne envie, hein. C'est quoi? C'est un Ocean Eleven du Wish? Peut-être. Moi, j'aime bien la note Sens Critique à 4 et t'as quand même un éclaireur d'Owen qui a mis 7. Ah ouais. C'est un gros fan de Johnny. Ça alors? Bref, j'espère que ça vous a bien fait marrer, ça vous a C'était donné très drôle. des idées de films à regarder. Mais surtout, venez, on balance ça à des prods, quoi. On leur dit, allez-y, pondez-nous ça serait dingue. C'est ça. Non mais moi je veux voir mon film avec Christian Slater et Pascal Légitimus. Ah ouais? Mais sache qu'aussi il y a un film avec Elise Moon et Burt Reynolds. Oui, j'ai Non, mais failli le mettre. Danny DeVito et Vita, ce serait quand même quelque chose vraiment sous trip. Hein. Voilà, j'en ai fini avec mon jeu et on arrive maintenant à la carte Joker. Ah, ça me fait plaisir. Et donc, Marie-Jeanne, puisque c'est ta première apparition dans DCP, c'est toi qui vas avoir le droit de mettre le sujet de ton choix sur la table. Eh bien, je suis ravie parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce Joker. Je me triturais la tête pour vraiment trouver quelque chose d'intéressant. J'ai été aidée par mon cher et doux paternel. La question, enfin le Joker est donc le suivant. Quel est le film qui, au-delà du fait que ça vous a marqué, un film qui aurait même pu changer votre perception de la vie, de votre façon de penser, de façon d'être, un film qui vous a plus que marqué mais qui vous a influencé dans votre vie? Alors moi je peux dire ça parce que c'est un film que j'ai vu gamin, mais c'est peut-être la carte facile, c'est Spider-Man. Hein. Oui, mais là, je veux plus quelque chose de... D'accord, ça c'est un film qui t'a marqué, mais qui t'aurait plus influencé dans ta manière de vivre, dans ta façon de penser. Peter Parker, c'était un modèle moi dans ma vie, hein, Ok. de morale. tu Oh vois. oui, ah d'accord. C'est genre la morale de Peter Parce que là, je te de Peter voyais Parker. t'imaginer en combinaison et battre Bah. les méchants la nuit. Non mais évidemment que j'ai toujours rêvé d'être Spider-Man, mais la vertu de Peter Parker, c'est Mhm. quelque chose qui m'inspire. D'accord. Voilà. Si vous voyez quelqu'un voler dans la nuit parisienne, c'est Owen. Ouais. Non, les bâtiments sont pas assez hauts. À la limite à la défense, tu vois, mais je vais en chercher un autre quand même au cas où. C'est une question un peu difficile, mais je trouvais ça intéressant Non, mais- vraiment de... Au-delà d'être des cinéphiles, d'avoir vraiment aussi des influences. Quoi. C'est le cinéma, ça sert à ça aussi. Ça sert aussi de faire Bien bouger sûr. les consciences et de réveiller un peu certaines personnes. Si ça peut plus que marquer, c'est important. Alors, Non, je peux essayer de répondre, mais j'ai peur d'être un peu hors sujet. Parce que pour moi, en fait, il y a un film qui a été l'élément déclencheur de toute ma cinéphilie, Mhm. qui a un peu quand même influencé ma vie, hein, finalement. Oui. C'est Django Unchained de Tarantino. Parce que Bah ouais. je me souviendrai toujours du choix que j'ai eu à faire. Et je sais pas pourquoi, je voulais me taper une séance un dimanche matin dans le ciné de ma ville. Et j'avais le choix entre deux films. Il y avait Django Unchained et l'autre c'était Gangster Squad. Oh, j'avais hésité et du coup je suis allé voir Django Unchained. Et ça a été une claque monumentale dans ma gueule. Parce que c'est la première fois où quand je suis sorti d'un film,
j'avais envie de me renseigner sur le film, de savoir comment ça avait été fait, qui l'avait fait. Et du coup, ce qui m'a amené à ouvrir plein d'onglets, Allociné, Wikipédia, tout ça, pour découvrir tout ça. Et donc du coup, ça m'a amené à voir d'autres films. Après, c'est vraiment le film qui m'a déclenché ma cinéphilie. Après, Et peut-être, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais peut-être encore plus que le film en lui-même, c'est peut-être aussi le sujet dont il parle qui est quand même très dur, peut-être. qui peut aussi t'amener à te dire que bah putain, c'est des vraies choses qui sont vraiment arrivées. Quoi. Voilà, Donc, c'est- peut-être il y a eu tout ça, mais moi, voilà. Et je me souviendrai toujours. Et sachez qu'à l'heure actuelle, donc du coup, 11 ans après, je n'ai toujours pas vu Gangster Squad et je pense que je ne le verrai jamais de ma vie. Je retiens C'est que pas t'as grave. hésité entre les deux quand même. Hein. Ouais. Mais en même temps, allez, rappelle-toi, je ne connaissais rien au cinéma à ce moment-là. Enfin, pas grand-chose en tout cas, parce que pour moi, aller voir un film, tu vois, c'était genre une fois pendant les vacances, parce qu'il y avait le film d'animation des vacances. Putain, c'est bien, n'empêche. Tu vois, moi, ma cinéphilie, je l'ai découverte grâce à Django Unchained. Julien, toi, t'as trouvé ton film? C'est pas un de mes films préférés, mais c'est un film qui a de l'importance parce que c'est arrivé à un moment où j'en avais un peu pas, mais je vais pas dire marre du cinéma, mais je voyais moins d'intérêt. Et on était en 2e année de licence. Et pour remettre du contexte, c'était aussi un moment où je me demandais si j'allais la finir, la licence. Mais bon, avec le Covid qui est arrivé, tu te dis autant aller jusqu'au bout. Mais on a dû voir Blowout de Palma et ça m'avait mis une plus grosse plaisir. Ah ouais, merci. parce qu'en fait, Blowout, surtout en termes de thématique, c'est-à-dire que tu as beaucoup de mélange entre les couches proposées par le film, c'est-à-dire le film que tu vois, le film à l'intérieur du film, toute la question de la mise en abîme, toute la notion du complot, et c'est aussi une grosse découverte du cinéma de Palma. J'avais déjà vu Scarface, mais sans savoir que c'était de Palma et sans avoir apprécié Scarface, et c'est le genre de film où tu le regardes, tu dis mais en fait, je ne peux pas lâcher le cinéma. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais c'est ce genre de film en fait où ça te redonne le goût du cinéma et le goût aussi de comprendre, parce que c'est un film assez particulier, Blowout. Puis là, il est hyper amer, surtout. C'est Blowout. ça, La mais je crois fin, que elle est horrible. cette fin en termes de thématique, ça Ouais. te marque. Ah ouais, la fin. Je crois que ce plan de caméra d'elle en train de Mais crier tu vois, avec c'est- ce putain de drapeau américain Bah, derrière, le c'est plan je où vous il chie à la tourne. gueule, quoi. Ce plan Ouais. où il tourne là, Ouais, c'est des ouais. plans qu'adore de Palma, les plans où ça tourne, mais je Mm. crois que celui qui l'a le mieux réussi, c'est ce plan-là. Ouais. C'est un plan en fait que tu n'oublies pas. Ouais. C'est dans les plans marquants du cinéma, il y a un plan que tu n'oublies pas, c'est Ah, moi, je Blowout. pense que c'est vraiment celui-là, tu vois, c'est elle devant ce... En fait, cette image d'elle en train de Nancy crier devant Allen. ce drapeau américain, je trouve qu'elle est forte dans le sens de ce que ça implique aussi dans le film. Dans la C'est tension. cette corruption, tout ce truc dégueulasse, cette horreur. Enfin, c'est un peu un film aussi un peu contre-américain quand même. Enfin, Puis cette scène-là... c'est un film charnière dans tout le film, dans la vibe très complotiste. Ouais. Il est sorti en quelle année, Blowout en 81. 80, ça c'est 81. fin des 70-80 ou après le Watergate où il y a toujours ce qui reste de la mort de Kennedy qui a vraiment pénétré Ouais. le cinéma américain. Clairement, ouais. Puis la musique de Pino Donaggio, je crois. C'est ça, ouais. Mhm. Oui, Incroyable. ce C'est piano. ce thème en fait qui revient. Ouais. Tu vois, rien que là j'ai envie de revoir Blowout. Puis cette fin, juste cette phrase de ça, c'est un crime, ouais, elle m'a Ouais. traumatisé pour toujours. hein. Alors, du coup, parce que j'ai un peu triché au début, excuse-moi, tu as fini avec Blowout Oui, ou pas ouais, c'est bon. C'est juste une des fins les plus dépressives de la vie, quoi. C'est Complètement. ça. Moi, j'ai un peu triché avec Spider-Man, mais là, j'ai trouvé le film le plus important de ma vie. Ah, The Dark Knight. Non. Ah, je sais pas, Non. c'est ton film préféré, je sais. ah. C'est Pink Floyd The Wall. Ah, Et bah, tu sais ça que je l'ai m'étonne pas. toujours pas vu et il faut que je le regarde Et absolument. moi, hein. c'est le contexte, en fait. C'est parce que je savais pas que c'était un film musical. Ouais, Il y avait le nom Pink Floyd, mais j'avais pas bien compris qu'en fait, c'était une adaptation de l'album ouais. The Wall. Donc, c'était avant d'écouter l'album The Wall. Ça a vraiment été la découverte. Et ça m'a fracassé la gueule dans le sens où il y avait des images que j'étais pas censé voir à ce moment-là dans ma vie. Et du coup, j'étais très mal. Mais ça m'a fait découvrir Pink Floyd. C'est bien. Et à un certain stade, ça m'a motivé à me mettre à la musique. Waouh, Et ça m'a fait devenir musicien. génial. Voilà. Donc à un certain stade, je pense que c'est Ça, un des films Ça a qui a influencé changé sur ta vie. Hein. C'est ça. Bah Clairement. rien que le fait de découvrir Pink Floyd, les gens. Ouais. Si vous saviez comment ça a changé ma vie. Et bah du coup, je vais passer à mon film Oui. à moi. Parce que j'allais dire que t'as toujours pas eu ton film. Eh bien, mon film à moi est le suivant. Enfin, alors, en vrai, j'en ai deux. Mais quand même, je dirais que le premier, ça va être Et la tendresse, bordel, de Patrick Schulman, un film de 1979. C'est un film français avec Bernard Giraudot, quand il était jeune. Avec aussi, j'oublie son nom à chaque fois, je pense que vous l'avez, le mec qui joue le directeur dans H. Vous voyez sa tête? Bon, On voilà. voit sa tête, ouais. Donc c'est un film, on va dire que c'est un film drôle, on va dire que c'est quand même une comédie parce qu'en même on rigole beaucoup. On va dire que c'est tranche de vie. Tu suis 3 couples en fait dans le film, le couple philanthrope, le couple romantique timide et on va dire le couple parfait. Donc c'est un film qui m'a vraiment, changé ma perception de la vie et surtout dans les relations homme-femme parce que tu suis donc 6 personnages différents. Faut se remettre aussi dans le contexte des années fin 70-80 avec une autre ouverture d'esprit, que ce soit dans le social, dans la sexualité ou autre.
Et c'est vraiment un film hyper important à regarder, je trouve. Enfin, du point déjà dans les relations vraiment homme-femme. Dans les relations amoureuses, il va te montrer 3 couples différents. Déjà, tu te marres beaucoup parce qu'il y a des situations très burlesques. Et surtout, R.I.P. à Schulman, c'est un réalisateur qui s'est malheureusement suicidé. Il a fait beaucoup de films avec des... En fait, c'est très pesant, on va dire, dans ses dialogues. En fait, c'est un film à punchline pour moi. Et La Tendresse Bordel, c'est que des punchlines tout le temps, des dialogues, on va dire des petites rousses dans ta gueule, voilà, des petites leçons de vie, de tiens, il faudrait peut-être plus que tu changes ça avec ta meuf ou avec ton mec, arrête de penser comme ci, comme ça, et en même temps, il a raison pour plein de trucs. Donc faut pas être choqué, parce que c'est pas un film qui est politiquement correct, je veux dire, enfin c'est... Un film comme ça, maintenant, ça serait pas possible. Parce que c'est vraiment trop open sur plein de sujets. Mais c'est un film qui est vraiment important et moi qui m'a vraiment aidé, tu vois, dans mes relations ou dans ma perception par rapport à la jante masculine. Mais en plus de ça, tu rigoles beaucoup. Mais ouais, c'est vraiment un film important. Et malheureusement, Schulman s'est suicidé. Il a fait donc ensuite la suite qui s'appelle Zigzag Story avec Fabrice Lucchini dans un de ses premiers rôles. De base, devait s'appeler La Tendresse Bordel 2, mais ensuite qui s'appelait Zigzag Story. Il a fait ensuite Prof avec Patrick Bruel et également Fabrice Lucchini. Il a fait aussi Comme une bête où il y a une apparition de la fesse. Enfin, c'est un peu des films durs dans le sens par rapport au sujet dont lesquels il parle, tu vois, des trucs on va dire assez sociaux, et je pense vraiment que Schulman c'est un mec qui supportait pas la société dans laquelle il était et qui malheureusement a mis fin à ses jours. Pour moi c'est un réalisateur de génie, un réalisateur français que beaucoup de gens... Il me fait un peu penser un peu à une certaine façon aussi dans les dialogues à du Bertrand Blier. Sauf que Bertrand Blier, c'est encore autre chose, lui, il est encore plus méta dans ses films. Donc déjà, d'une part, voilà, il y a Et la tendresse bordel de Schulman, un film que je vous recommande fortement. Et par la suite, on a quand même surtout La Belle Verte de Colin Serrault. Est-ce que vous connaissez le cinéma de Colin Serrault? Donc on a La Belle Verte, qui est un de ses films qui date de 97 ou 98, avec Vincent Lindon. Un des premiers rôles de Marion Cotillard quand elle était toute jeune, et la réalisatrice elle-même qui joue son propre rôle, donc Colin Serrault. C'est un film, bon, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Colin Serrault, c'est une réalisatrice qui se fait beaucoup juger parce qu'on la considère vraiment trop naïve. Elle fait des films sociaux, à messages sociaux, écologiques, machin truc. Donc voilà, c'est un film pareil qui est très brut. Il va y avoir que des trucs comme ça tout le temps, des punchlines, des pains dans ta gueule, de change-ci sur ça dans ta vie, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est trop moralisateur, alors que finalement il n'y a pas vraiment de solution. En vrai, si, des solutions pour changer un peu notre façon de vivre, que ce soit au niveau de l'écologie sociale, argent, religion, tout ce que tu veux. En vrai, il y en aurait plein. Juste, c'est compliqué de mettre tout ça en place. Mais La Belle Verte, c'est vraiment un film qui a au moins essayé de m'influencer dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser. Et elle a fait vraiment pas mal de films. Elle a fait quand même aussi avec Pascal Légitimus, notamment. Déjà, elle a fait 3 hommes et un couffin, mais elle a fait aussi Saint-Jacques-Lamec avec Pascal Légitimus, Muriel Robin et Denis Podalides. Non, c'est pas Denis Podalides. C'est Jean-Pierre Daroussin. Jean-Pierre Daroussin, je confonds toujours les deux. Elle a fait ça, elle a fait aussi La Crise avec pareil Vincent Lindon, et elle a fait aussi K.O. avec Vincent. En fait, Vincent Lindon, je crois que c'est son acteur fétiche, littéralement dans tous ses films. Voilà. On va dire un peu quand même tous les films qui t'ont vraiment influencé, mais au-delà de ta cinéphilie, mais vraiment sur les questions sur ma façon de vivre, rapport de vie. Ouais. Okay. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu parler de ces 2 films-là, parce qu'il y a le côté relation humaine, homme-femme, enfin relation de couple plutôt avec Et la tendresse bordel, et plus tout le côté écologie, sociale, je vais pas dire anarchiste parce que c'est vraiment trop élevé comme terme, mais c'est important de regarder ces films-là, je pense, juste pour s'élever un peu plus, on va dire, spirituellement sur une certaine façon de penser. Ok. Voilà. Bah écoute, c'était 2 réalisatrices que j'avais jamais trop... sur lesquelles je m'étais pas penché. Quand bien même, après, je pourrais parler de l'entièreté quasiment des films de Bertrand Blier, mais bon, ça risque de faire beaucoup. C'était fort intéressant, tout. Ouais. Oui, c'était très cool. En tout cas, j'ai vraiment envie de découvrir chacun de vos films. Hein. The Wall, grosse reco, mais... Déjà, non, mais je parle aussi du terme, les films du thème d'horreur. Oui. Le projet Blair Witch, Rec. Et toi, rappelle-moi, c'était... Poughkeepsie Tapes. Poughkeepsie. Ouais, mais j'ai pris beaucoup de temps avant de retenir le nom de ce film. Tu t'es entraîné. Eh bien, mesdames et messieurs... je vous dis merci de m'avoir invité. Bah oui, c'était un plaisir. C'est un plaisir de te recevoir, ouais. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. L'émission, en tout cas... touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les applications de streaming audio telles que Spotify, Deezer, et vous pouvez nous retrouver sur YouTube, nous suivre sur Instagram, sur TikTok. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et on vous fait des grosses bises. Salut. Des bisous. Bisous.